Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce Facebook Live, habitude qu'on a prise depuis maintenant quelques années, de pouvoir comme ça échanger en direct à travers les réseaux sociaux et pour répondre donc à vos questions. Et c'est toujours un moment très intéressant parce que ça vient aussi compléter les réunions de quartier qu'on fait régulièrement, quasiment toutes les semaines. Et pour ceux qui ne peuvent pas participer aux réunions de quartier, c'est aussi une façon de pouvoir échanger. Vous avez déjà été très nombreux à poser des questions, donc si vous voulez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je commence avec une question d'Armel qui a donc deux questions, qui nous dit qu'elle habite Mazamet depuis près de 3 ans, qu'elle est contente de bien s'intégrer dans cette ville active et agréable et qui a des questions, des interrogations concernant la destruction de plusieurs arbres, je cite, en excellente santé, à la place du kiosque et aussi avenue Foch, près de la voie ferrée. À l'heure du réchauffement climatique mondialement reconnu par les scientifiques, que se passe-t-il donc à Mazamet? Pas de panique, Armel. Alors deux choses. D'abord, sur la place du kiosque, c'est la place Gambetta. Effectivement, nous avons abattu des magnolias il y a quelques semaines, qui n'étaient d'ailleurs pour pas tous en bonne santé. Il y en a quelques-uns qui étaient fatigués et que vous avez sûrement vu qui étaient déjà mangés par des plantes parasites. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans le chantier de rénovation de la place Gambetta. Et sur ce chantier, on va recréer une vraie place. Aujourd'hui, la place Gambetta, c'est plutôt une espèce de traversante, en fait, avec des voitures, et il n'y a pas vraiment d'esprit de place. Et donc, l'idée dans les travaux qui seront réalisés, alors avec du retard, puisque on a des contraintes budgétaires et aussi des prérequis archéologiques, donc qui seront plutôt réalisés maintenant à partir de la deuxième partie de l'année 2024. L'idée, c'est de vraiment recréer une place telle qu'elle était, telle qu'était la place Gambetta au début. On s'est inspiré avec les architectes de ce qu'était la place Gambetta en fait au début du XXe siècle. Et donc, ne vous en faites pas, ce sera une place très arborée qui sera entièrement replantée avec des savonniers. Les savonniers qui sont les arbres qui ombragent la place Solombelle l'été et le quai de l'Arnette. Donc, c'est une très belle essence. C'est un très bel arbre qui fait beaucoup d'ombre, qui change de couleur selon les saisons. C'est un très beau feuillu et vous verrez qu'on ne perdra pas au change. D'abord parce qu'il y aura plus d'arbres que ce qu'on a aujourd'hui et que je pense que ce seront des arbres à une essence beaucoup plus adaptée en fait au milieu urbain et à cet esprit de place. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis pour ce qui est de l'avenue Foch, c'est un projet qui est très important sur un terrain où effectivement il y avait un peu de végétation, mais franchement, pas de quoi, me semble-t-il, hein, s'émerveiller sur ce carré qui va servir à construire une nouvelle pharmacie. Le pharmacien de l'avenue Foch continue son développement. Vous avez vu qu'il a déjà repris des bâtiments qui avaient été rénovés et donc il va recréer une nouvelle pharmacie sur cet emplacement, sur cette emprise, une nouvelle pharmacie qui sera vraiment pharmacie dernier cri, on va dire, avec 2 étages, où vous trouverez donc à la fois évidemment tous les services d'une pharmacie et les nouveaux services que développent les pharmaciens, notamment avec des salles de dépistage, de téléconsultation. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose de très bien pour le quartier et puis plus globalement pour la ville de Mazamet. Et voilà, je pense que le gain entre ce que représentait cet espace-là et ce qu'on va pouvoir, est-ce que ce pharmacien va pouvoir y faire, il est très clairement en faveur de ce projet qui sera vraiment un plus dans ce quartier des Bosses et je pense que vous serez très heureuse dans quelques mois de pouvoir y aller ou pour des médicaments ou pour de la parapharmacie ou surtout pour de la téléconsultation ou pour pouvoir faire des dépistages qui vont aussi maintenant être pratiqués en pharmacie. Et puis pour le reste, on plante des arbres à Mazamet dès qu'on a des réaménagements de places, comme donc je l'ai dit pour la place Gambetta. Puis n'oublions pas que la commune de Mazamet est recouverte à 90% de forêt. Hein, le territoire de la commune de Mazamet, c'est la partie ville que vous connaissez, mais 90% du territoire de la ville de Mazamet, c'est la montagne noire qui nous fait face. Et cette montagne noire, elle est recouverte de forêt. Mazamet est le poumon vert du département du Tarn à travers la montagne noire. Donc pas d'inquiétude à avoir par rapport au fait qu'on manquerait d'arbres sur la ville. Vous avez une deuxième question qui concerne
Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles dans la presse ces derniers jours sur le nouveau règlement qui concerne la restauration scolaire à Mazamet, et où effectivement nous avons été amenés à prendre une décision il y a quelques mois, une décision qui consiste à dire que sur un établissement scolaire, lorsqu'on n'a pas suffisamment de place pour accueillir tous les élèves qui demanderaient à manger à la cantine, eh bien, on a décidé de donner une priorité aux enfants dont les deux parents travaillent, puis ensuite aux enfants dont un des deux parents travaille. Et in fine, si on devait refuser des enfants, de refuser les enfants dont les deux parents ne travaillent pas. Alors pour l'instant, c'est une disposition qu'on n'a pas eu à appliquer, puisqu'on n'a pas eu de souci d'effectifs sur les différents établissements scolaires où on aurait eu trop de demandes pour la cantine et qu'on n'aurait pas pu satisfaire. Mais c'est une disposition qu'on a quand même voulu prendre pour se prémunir et pour avoir un règlement qui permette de trancher. Si j'ai beaucoup de demandes, trop de demandes par rapport à la capacité d'un réfectoire sur un établissement scolaire, eh bien, il y a un moment, il faut bien qu'on établisse un ordre de priorité. Et on a considéré avec le conseil municipal qu'il fallait d'abord rendre ce service aux enfants dont les parents travaillaient, qui par définition ne sont pas à la maison et n'ont pas le temps ni de préparer un repas, ni de rentrer souvent entre midi et deux pour pouvoir faire manger les enfants. Et donc c'était à eux d'abord qu'on devait ce service. Et on a considéré, et je considère, que si on ne travaille pas, on a le temps de préparer un repas pour ces enfants à midi. Alors, ce n'est pas une discrimination, c'est simplement une priorité et qu'on assume parce que, voilà, encore une fois, il me semble que la vie de ceux qui travaillent est déjà difficile. Ce sont les mêmes qui paient régulièrement les impôts, les charges et qui sont souvent accablés alors qu'ils travaillent. Et il est normal de pouvoir leur rendre prioritairement ce service. Vous semblez considérer, Armel, que pour beaucoup d'enfants, le repas à la cantine est peut-être le seul vrai repas de la journée. Moi, je l'entends, mais j'ai beaucoup de mal avec cette affirmation, parce qu'encore une fois, je considère que si on est à la maison toute la journée, on a le temps de préparer un repas correct pour ses enfants. Et je conçois aussi qu'il y ait de nombreux foyers qui aient des fins de mois difficiles, mais je constate aussi que en France, et en particulier pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui travaillent c'est un peu différent, parce que souvent vous travaillez, vous perdez beaucoup d'aides, mais pour ceux qui ne travaillent pas, il y a quand même un certain nombre d'aides qui existent, que ce soit des allocations chômage, que ce soit le RSA, que ce soit des aides au logement, que ce soit des bons alimentaires, que ce soit des chèques divers et variés. Donc il y a quand même des allocations familiales, évidemment, il y a un certain nombre d'aides qui existent et il me semble normal de demander aux parents qui bénéficient aussi de ces aides de pouvoir aussi prendre un peu leur responsabilité de confectionner un repas pour leurs enfants. Voilà. J'ai dit en réunion publique que l'assistanat, ça suffit. Je le redis ce soir et je le redirai autant que nécessaire parce que je pense qu'il faut un moment à nouveau responsabiliser un peu les gens. Voilà. On n'est pas insensible aux difficultés. J'ai dit que si des parents qui ne travaillaient pas me disaient attention, aujourd'hui j'ai des rendez-vous professionnels pour essayer de me faire embaucher quelque part, on prendrait évidemment les élèves s'il n'y aurait pas de difficulté. Mais si vous voulez, je pense qu'à un moment, il faut aussi responsabiliser. La France, c'est le pays du monde qui fait le plus de social. Voilà. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi peut-être reprendre les choses dans leur globalité et voir si les choses fonctionnent ou pas. Voilà. Et il me semble que trop de social tue le social, pour tout vous dire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris cette décision. J'ai une question de Jacqueline qui habite rue Méjanel, donc la rue Méjanel qui a été entièrement refaite à neuf, hein, qui est une très belle réalisation, qui me demande quand est-ce que les automobilistes apprendront à stationner pour éviter aux riverains de slalomer. Alors écoutez, s'il y a des problèmes de stationnement, on verra ça avec notre police municipale et on fera en sorte que le stationnement soit respecté dans ce secteur. Normalement, les travaux qui ont été faits devaient permettre les cheminements piétons, tous les déplacements doux, donc pour que vous puissiez vous déplacer à pied en toute sécurité et en toute continuité sur ces trottoirs. Donc s'il y a une difficulté, on va la vérifier avec notre police municipale, il n'y a pas de souci. Sur les poubelles, a priori, il en manquerait de ce que vous m'écrivez, en tout cas de ce que je comprends. Donc s'il manque de poubelles, on va voir ça avec la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, alors à moins que ce soit des choses qui soient déjà programmées, mais en tout cas je note et j'enregistre votre demande.
Un peu de verdure en pot, oui, ça viendra. Il y a encore des finalisations sur ces travaux, donc ça c'est noté aussi. Et vous avez aussi, Jacqueline, une question sur le compostage des déchets ménagers. Vous suggérez l'idée d'un composteur au jardin des promenades, mais sans y mettre les agrumes. Alors vous m'expliquerez le détail, mais je retiens l'idée d'un composteur au jardin public. Pourquoi pas? En tout cas, sachez, je le redis, que la communauté d'agglomération offre des composteurs gratuitement, donc vous pouvez profiter. Ils sont à retirer directement au service technique de la ville de Mazamet, rue des Cordes, et ils sont donc offerts gratuitement par la communauté d'agglomération, donc il faut en profiter, et je pense que c'est plutôt une bonne initiative. Alors, vous semblez regretter, Jacqueline, que ces composteurs soient en plastique. Bon, après, le plastique se recycle aussi aujourd'hui, hein, donc voilà, j'imagine qu'ils sont en plastique recyclé. Un mot aussi, alors c'est une question qui a été posée, qui va sûrement être aussi beaucoup posée ce soir, qui concerne les déjections canines. Alors c'est vrai que j'ai annoncé il y a quelques semaines que nous étions en train d'étudier la mise en place d'un système qui serait le même que celui qui a été mis en place sur la ville de Béziers, mais qui avant d'exister à Béziers existait dans beaucoup de villes espagnoles et avec beaucoup de succès. Donc ce système est un système sur lequel on est en train de réfléchir, sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer, puisque vous allez recevoir le magazine municipal dans les jours qui viennent dans votre boîte aux lettres. Et dans ce magazine municipal, vous avez un article sur ce projet, et vous êtes invité à venir vous exprimer sur le site internet de la ville de Mazamet, pour nous dire si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, plutôt mitigé, si vous avez d'autres idées. L'idée c'est quoi? Donc l'idée c'est que pour lutter contre ce fléau, parce que c'est vraiment un fléau, c'est une catastrophe quotidienne et contre laquelle se battent nos agents municipaux. C'est dégoûtant, voilà, c'est dégoûtant, ça pose des problèmes sanitaires, et puis c'est un mépris du travail des agents municipaux qui nettoient la voirie et qui parfois, après avoir nettoyé minutieusement, consciencieusement la voirie, on repasse une heure après et c'est déjà rempli de crottes de chiens. Donc c'est pas acceptable. On a mis, vous le suggérez, mais on a déjà mis des toutounettes partout dans la ville. On distribue gratuitement chaque année des dizaines de milliers de sacs plastiques pour les mettre. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour faire de la pédagogie, mais il y a une partie des maîtres qui ne veut pas entendre ça et qui ne ramasse pas les déjections de leurs chiens. Donc le principe de l'ADN canin, c'est quoi? Eh bien, c'est que dans un périmètre qui sera à définir, probablement le centre-ville, tous les propriétaires de chiens ou toutes les personnes qui viennent se promener avec un chien dans ce périmètre devront avoir sur elles, lorsqu'elles sortent avec leur chien, la carte d'identité de leur chien. Cette carte d'identité, elle sera financée par la ville de Mazamet. Il faudra aller la faire chez un vétérinaire du secteur, où il y a un prélèvement ADN qui sera fait sur votre chien, avec comme un petit coton-tige qui est mis dans la gueule du chien, c'est très rapide. Ensuite, eh bien, c'est envoyé à un laboratoire qui établit une carte d'identité pour votre chien, et ensuite, eh bien, quand vous sortirez avec votre chien, vous serez, s'il y a des contrôles, et il y aura beaucoup de contrôles faits par la police municipale, vous devrez présenter la carte d'identité de votre chien. Si vous ne la présentez pas, il y aura une amende d'environ 40 € qui vous sera infligée. Et ensuite, eh bien, lorsque nos agents de propreté trouveront sur la voie publique des déjections canines non ramassées, eh bien, il y aura un prélèvement qui sera fait dessus avant le nettoyage, qui sera envoyé en laboratoire. Et quand le prélèvement correspondra à un chien qui est fiché, eh bien, les frais de nettoyage seront envoyés au propriétaire du chien qui n'a pas ramassé. Et les frais de nettoyage s'élèveront à peu près à 120 €. Voilà. C'est ce qui se fait dans d'autres villes avec du succès. Et les villes qui ont mis ce système en place, alors on peut le regretter. On peut regretter d'être obligé d'en arriver là pour finalement avoir du civisme, mais malheureusement, on en est là aujourd'hui, pas qu'à Mazamet, partout en France. Et donc, dans les villes où ça a été fait, bien, il a été constaté une très forte diminution des déjections canines retrouvées sur la voie publique. Donc, c'est un système qu'on voudrait expérimenter. Vous pourrez en tout cas vous exprimer sur le site internet jusqu'à mi-janvier, on va dire. De là, on prendra une décision et on verra si on passe à une expérimentation à grandeur nature, peut-être à partir du printemps. Voilà un petit peu le principe de l'ADN canin et
Mais aujourd'hui, franchement, on a tout essayé. On a essayé la pédagogie. Alors, on a essayé les canisettes qui sont des espaces de déjection pour les chiens. Ça n'a pas marché à l'époque et c'était extrêmement pénible à nettoyer pour les agents municipaux. Il faut se mettre quand même à leur place, hein. Aujourd'hui, on fait encore appel au civisme des propriétaires, mais il y aura des sanctions aussi pour ceux qui ne voudront pas se soumettre à ce système si on le met en place dans les mois qui viennent. Voilà. Moi, je pense qu'il faut malheureusement en arriver là aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est réellement dégoûtant. Voilà. Je vais même employer le mot dégueulasse. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et il n'y a rien qui puisse justifier qu'on retrouve des crottes sur la voie publique. Voilà. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Pour les mégots de cigarettes sur le trottoir, alors c'est un peu la même question, la question de propreté. Il y a pareil, il y a des poubelles et des mégotiers qui sont installés un petit peu partout dans la ville. Là aussi, c'est pareil, il faut faire appel on essaie de faire appel au civisme. On peut, avec les policiers municipaux, verbaliser si on voit quelqu'un qui jette un mégot sur la voie publique, parce que c'est une amende aussi que vous avez. C'est une amende d'environ 40 € si vous jetez un mégot sur la voie publique. Évidemment, c'est le jeu du chat et de la souris, mais on a développé là aussi partout en ville, on a multiplié le nombre de cendriers pour permettre de mégotiers, pour permettre donc de ne pas avoir ces mégots qui se retrouvent sur la voie publique et qui se retrouvent ensuite dans les eaux, ce qui est absolument mauvais pour l'environnement. J'ai une question de Marianne qui me pose la question de savoir s'il y a un repreneur pour la maison de la presse et pour le camping. Alors pour la maison de la presse, oui, il y a un projet de commerce qui est en cours sur ce local, mais ça n'est pas pour une maison de la presse, c'est pour une autre activité que je ne peux pas vous dévoiler pour le moment, mais qui est en cours et pour un projet donc de commerce que vous verrez probablement dans les semaines et pour les mois qui viennent. Et ensuite, il y a une question qui est très intéressante, qui est une question qui concerne l'avenir du camping. Alors, y a-t-il un repreneur pour le camping? La réponse était oui, on avait un repreneur pour le camping. Vous savez que malheureusement, le camping a été sauvagement, totalement vandalisé au début de l'été, avec des dégâts qui sont considérables, qui font que les mobil-homes sont pas récupérables globalement, que une partie des sanitaires ne l'est pas non plus. Et malheureusement, devant l'ampleur des dégâts, le repreneur qu'on avait nous a fait savoir qu'il ne pourrait pas le prendre à sa charge. Charge extrêmement importante pour la ville puisqu'il y a au minimum 300 à 400 000 € de réparation. Donc aujourd'hui, la décision que nous allons prendre, et je vous l'annonce ce soir, c'est d'arrêter et de fermer définitivement ce camping. Alors, on prend cette décision au regard d'autres éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la ville de Mazamet, on a tout un tas de projets d'hébergement touristique qui sont en cours. Ça a déjà commencé fortement à se développer ces dernières années. La passerelle a amené beaucoup, évidemment, avec 120 000 visiteurs par an. C'est évidemment un appel de touristes extrêmement important. Et donc, on a vu ces dernières années se développer très fortement les chambres d'hôtes, les B&B, les gîtes, etc., etc. Il y a encore beaucoup de projets qui sont en cours partout sur le Mazamétain et en particulier sur le secteur Eau-Poule et sur le secteur des Montagnès. On a des projets très innovants, chalets, cabanes, bulles, lodges, etc., etc. Donc on a considéré et on a regardé quelle était l'offre de logement touristique sur la ville de Mazamet et on a considéré qu'aujourd'hui il y avait suffisamment de projets privés qui allait répondre à cette demande pour ne pas réinvestir ce camping qui nécessiterait des fonds extrêmement importants. Il y a un projet d'hôtel aussi, vous savez qu'on a un terrain qui est réservé pour un hôtel. On est en discussion avec des porteurs de projets. Bon, on a eu le Covid, vous savez que ça nous a ralenti dans ce projet, mais on est toujours en discussion avec des porteurs de projets. Et j'ai bon espoir qu'on puisse aussi aboutir sur ce projet d'hôtel. Donc il y aura à terme, et il y a déjà, mais ça va continuer à se développer, beaucoup d'hébergements touristiques sur la ville de Mazamet. Et donc on a pris la décision de fermer ce camping, sachant que sur ce secteur-là, nous avons aussi
une très forte demande de petites entreprises qui souhaitent pouvoir se développer. Alors c'est pas forcément pour du commerce, hein. On est, nous, pas très partisans de développer beaucoup le commerce de périphérie. On veut un équilibre entre le centre-ville et la périphérie, mais c'est des terrains qui peuvent intéresser un certain nombre d'entreprises locales, de PME, pour des unités ou qui peuvent employer 10, 20, 30 personnes. Il y a pas mal d'activités qui peuvent être intéressées. Et donc ces terrains seront probablement, dans les mois qui viennent, dédiés à l'économie et à des PME locales qui ont des projets de développement. J'ai une question de Théo qui me pose une question sur le fait qu'il n'y ait pas d'illumination de Noël sur l'avenue de la Chevalière. Alors, il faut savoir que c'est le cas depuis déjà 2 ans. Le contrat, en fait, sur les éclairages de Noël que nous avons est un contrat qui dure sur 3 ans avec un prestataire. Donc l'an prochain, il y aura un nouveau contrat. Alors on verra quelles seront les conditions et ce qu'on pourra faire avec l'enveloppe qu'on a tous les ans. Il faut savoir que la ville de Mazamet, Théo, a 120 km de voirie. Voilà. Donc il n'est pas possible d'éclairer pour Noël les 120 km de voirie. On est une très grande commune et donc on est obligé, dans l'appel d'offres qu'on fait chaque 3 ans pour ces éclairages de Noël, pour ces illuminations, on est obligé de faire des choix, de faire des priorités. Donc il y a des priorités qui ont été données sur certains secteurs, en particulier les secteurs les plus commerçants de la ville ou les secteurs les plus centraux, où là on a mis effectivement le paquet sur les éclairages de Noël qui sont quand même magnifiques, je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Et donc on ne peut pas effectivement positionner, alors là la question est sur l'avenue de la Chevalière, mais j'imagine que derrière votre écran vous êtes dans d'autres quartiers où vous posez aussi la question. Il y a 120 km de rue à Mazamet, donc on ne peut pas illuminer les 120 km, c'est pas possible, ou alors il faudrait qu'on triple vos impôts, et je pense que vous ne serez pas d'accord avec ça coûterait trop cher. Voilà l'explication du pourquoi. Et toujours en rapport avec les fêtes, j'ai Papinou qui me pose une question sur le fait que le manège qui est situé place Jalabert est parti. Ne peut-on pas nettoyer la place Jalabert et installer un sapin de Noël? Papinou, c'est prévu dans les jours qui viennent, donc les services vont évidemment nettoyer et installer un sapin de Noël, puisque le manège, lui, déménage à proximité du marché de Noël durant les festivités de fin d'année, voilà, qui sont au niveau du parking des casernes. Et puis j'ai aussi Christelle qui nous a posé une question, Christelle qui nous demande à savoir quand est-ce que la voie verte sera nettoyée, les arbres entretenus. Bah, écoutez, on remontera la problématique à nos services qui pourtant y passent régulièrement. Donc voilà, ça se fait par tronçon. Donc on va en tout cas leur remonter, Christelle, votre remarque pour que l'entretien puisse être fait le plus rapidement possible. Alors, Florence nous dit: mes parents veulent ouvrir un camping, mais ces témoignages de vandalisme font peur. Je pense que alors c'est pareil, on a mis des caméras à beaucoup d'endroits en ville au fur et à mesure, hein. Aujourd'hui, il y a presque une quarantaine de caméras qui maillent tout Mazamet, mais il en faudrait encore beaucoup plus, donc on va encore en redéployer sur cette année 2024, mais on ne peut pas déployer comme ça d'un coup 300 ou 400 caméras, c'est pas possible. Moi, ce que je suggère, si vous avez un projet de camping, c'est de venir nous voir, de nous en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, un camping aura besoin d'une vidéosurveillance de toute façon. Voilà, ça me paraît être évident. Comme tous les lieux publics et qui ne sont pas ouverts toute l'année, un lieu qui est fermé pendant quelques temps, aujourd'hui, ben, on sait que malheureusement, on se rend compte que malheureusement, il est soumis à des actes de vandalisme, de dégradation, à des effractions. Encore une fois, malheureusement, c'est le cas à Mazamet, mais c'est le cas un peu partout, en France. Euh, alors, j'ai des commentaires sur le camping. J'ai des commentaires également sur le fait que oui, c'est mieux d'illuminer une passerelle, Christophe. Oui, la passerelle, ça coûte les illuminations à LED, très basse consommation que vous avez sur la passerelle. C'est absolument pas comparable à ce qu'on fait pour les illuminations de Noël. C'est pas du tout les mêmes consommations, c'est pas du tout les mêmes budgets, ni même les mêmes coûts d'installation. Et l'illumination de la passerelle
naturelle, qui a d'ailleurs été primée il y a quelques jours pour à la fois son aspect écologique et son aspect féerique. C'est aussi beaucoup de gens qui viennent voir, et c'est donc un attrait touristique de plus pour la ville, des visiteurs, donc de la consommation dans les commerces, etc. etc. Donc j'ai Leïla qui est plutôt d'accord avec l'ADN canin. J'ai Amélia qui nous pose la question de l'augmentation des prix de la cantine. C'est une très bonne question. Pourquoi ce prix-là a augmenté? Ben, il a augmenté tout simplement parce que nos charges ont augmenté. D'abord parce que les matières premières alimentaires ont augmenté. Vous l'avez vu depuis maintenant 2 ans. Il y a une forte augmentation de matières très basiques, l'huile, le blé, enfin des choses qui sont indispensables pour faire de la cuisine. Donc on a eu une forte augmentation d'abord du coût des matières premières. On a eu une augmentation aussi de nos charges de personnel, puisqu'il y a eu des augmentations de points, alors de salaire, hein, décrétées par l'État dans la fonction publique territoriale, que nous devons absolument répercuter. Donc on ne peut pas faire autrement. Et donc on a revu effectivement nos tarifs de cantine scolaire qui n'avaient pas été revus depuis 20 ans. Donc effectivement, il y a eu une hausse de 20%, mais il n'y avait pas eu d'augmentation depuis le début des années 2000. Donc c'est plutôt un rattrapage qu'une augmentation. On avait le choix, on aurait pu avoir d'autres choix, mais là aussi, on a fait le choix de plutôt faire payer ceux qui mangent à la cantine que le reste des autres utilisateurs. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, un repas pour un enfant est facturé 4,60 € en maternelle, 4,80 € en primaire. Il faut savoir qu'un repas un repas servi à la cantine nous coûte 12 euros. Ce repas, il est préparé par un prestataire qui est une entreprise locale. C'est une entreprise qui est née à côté de Carcassonne et qui aujourd'hui rayonne sur un peu l'Aude, un peu le Tarn et un peu la Haute-Garonne. Donc c'est vraiment une entreprise locale. C'est pas une grande multinationale de la bouffe industrielle. C'est pas du tout ça. C'est une entreprise qui travaille exclusivement avec des produits locaux. Donc en gros, qui se fournit à une centaine de kilomètres autour de Mazamet et de Carcassonne. Donc ça a un coût. Et on travaille en plus de ça en liaison chaude, c'est-à-dire que les plats sont cuisinés, chauffés, mis en emballage chaud et transportés chaud sur les points où ils sont consommés par les enfants et par ceux qui mangent à la cantine. Ce qui normalement est quand même mieux en qualité que la liaison froide où on prend, c'est des trucs qui sont refroidis et puis qui ensuite sont à nouveau réchauffés. Bon, normalement, quelque chose qui sort chaud d'une cuisine, c'est meilleur. Tout ça, ça a un coût et ça coûte 12 euros par repas à la collectivité. Donc quand un enfant paie un repas 4,60 €, le contribuable mazamétain, donc les mazamétains qui payent la taxe foncière bâtie, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation, c'est-à-dire la moitié des mazamétains, puisqu'il y a une autre moitié qui n'est pas propriétaire et qui ne paie pas aujourd'hui la taxe foncière, donc la moitié des mazamétains vient subventionner chaque repas à hauteur de 7,40 €. Voilà. Donc c'est un effort qui est quand même considérable. Et pour les extérieurs, là, Amélie, vous me faites référence à un tarif à plus de 7 euros. Effectivement, ça c'est un tarif pour les personnes qui sont extérieures à la ville. Mais même sur un tarif à 7 euros, le contribuable mazamétain paie 5 euros de sa poche, de ses impôts, de son foncier bâti, pour que quelqu'un qui est extérieur à la commune, qui ne paie pas d'impôt sur Mazamet, ne paie pas 12 euros. Donc c'est quand même un effort qui est considérable. Donc on a plutôt considéré que plutôt que d'augmenter, parce qu'on aurait pu dire on n'augmente pas le prix de la cantine et on le laisse tel quel et c'est les contribuables qui vont payer pour ceux qui mangent à la cantine. On aurait pu, donc je vous aurais annoncé qu'on allait augmenter le foncier bâti de 2, 3, 4 ou 5 points. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous n'auraient pas été d'accord et donc on a plutôt considéré qu'aujourd'hui l'effort fiscal local était très mal réparti depuis la suppression de la taxe d'habitation. Encore une fois, il n'y a que les propriétaires qui finalement aujourd'hui contribuent à ce budget municipal. Et donc on a considéré qu'il était plus logique et plus juste de faire payer ceux qui utilisaient le service. Voilà. Plutôt que de faire payer tout le monde et de faire payer ceux qui payent déjà l'impôt foncier. Donc de répartir un peu la charge finalement. D'où le choix et la décision qu'on a prise. Alors, il y a des questions sur la hausse du foncier.
Ce n'est pas la mairie qui a augmenté le foncier, c'est l'État qui a augmenté les bases, le taux d'imposition à Mazamet qui est voté, c'est la seule chose qui est votée par le conseil municipal. Ce pourcentage, il est le même depuis 2014, on s'est toujours engagé à ne pas l'augmenter. Jusqu'à présent, on y est arrivé au prix de nombreux efforts, au prix de gros efforts qu'on fera en 2024 sur le budget municipal, parce qu'avec la hausse du gaz et de l'électricité, c'est 600 000 euros de plus cette année dans le budget municipal. Et il faut savoir que l'épargne nette du budget de Mazamet, c'est à peu près 1 million d'euros par an qui permet de réinvestir et d'emprunter pour pouvoir continuer tout simplement à faire tourner la ville. Cette année, ça veut dire que notre épargne nette, ce qui nous permet de réinvestir tous les ans, a été divisé par 2 tiers. Donc ça pèse très très lourd. Donc ça veut dire que pour pouvoir continuer à ne pas augmenter notre pourcentage d'impôt, notre taux d'imposition, on sera tenu de faire de gros sacrifices budgétaires et de serrer vraiment le budget 2024. C'est l'État qui, de son côté, augmente ses bases. Philippe nous dit que la vie est de plus en plus propre, continue ainsi. Merci Philippe, on a mis alors, notamment des équipes dédiées à une partie du centre-ville où évidemment se concentrait un certain nombre de problèmes de propreté. J'ai l'impression que ça porte ses fruits effectivement et en tout cas merci de votre commentaire, notamment pour nos agents qui sont sur la voirie. Laure nous demande quand nous mettrons des caméras cité du centenaire car elle en a marre d'avoir des voitures vandalisées, de tentatives de cambriolage de sa maison. Il y a des caméras à proximité de la cité du centenaire, alors sur l'axe routier, c'est-à-dire au niveau du rond-point de la route de Carcassonne. Donc s'il y a eu des tentatives de cambriolage ou des actes de vandalisme, j'imagine que vous avez déposé plainte, peut-être en toucher un mot aux policiers municipaux, parce que je n'ai pas eu, moi, connaissance de ces problèmes-là au niveau de la cité du centenaire, alors à moins que ce soit arrivé ce week-end, mais je n'ai pas entendu parler. Donc peut-être, Laure, ce que je vous conseille, c'est de contacter nos policiers municipaux, de leur en parler, et si ça s'est passé il n'y a pas trop longtemps, on regardera les caméras de vidéosurveillance qui sont au niveau du rond-point, puisque même si on n'a pas la caméra sur le lotissement du centenaire, on a la caméra sur l'axe qui permet d'y venir. Vous ne pouvez pas venir au centenaire sans passer par ce fameux rond-point et par cette avenue de Guinemer, donc qui est vidéo surveillée. Donc je vous invite à vous rapprocher lors de la police municipale pour redonner les dates exactes auxquelles ça s'est passé et qu'on essaie de voir si on retrouve sur les vidéos des traces de mouvements suspects. Florence nous pose la question s'il est possible de désactiver l'éclairage public qui produit de la pollution lumineuse à proximité du lac des Montagnès. Alors Florence, on a commencé déjà dans beaucoup de secteurs de Mazamet, comme on s'y était engagé, à baisser l'intensité. Il faut savoir que dans tous les secteurs qui sont en LED sur la ville de Mazamet, passé 23 heures, on baisse de 70% l'intensité de l'éclairage, ce qui permet de maintenir un petit éclairage, mais de consommer 70% de moins grâce à l'éclairage LED. Et c'est un principe qu'on a entre 23h et 5h du matin. Sur le lac des Montagnès, effectivement, on peut considérer qu'en particulier en hiver, entre 23h et 5h du matin, il n'y a quand même pas grand monde qui circule. Il y a quelques riverains, mais qui bénéficient de la baisse d'intensité. Donc on va effectivement regarder ça, peut-être avec la communauté d'agglomération, puisqu'il est possible qu'une partie de l'éclairage soit directement gérée par la communauté d'agglomération qui a en charge la base de loisirs. Donc on va le regarder, Florence, mais je retiens votre suggestion. Jacques nous pose la question de passage piéton à la Vitarelle. Alors il y en avait avant, où en sommes-nous? S'il y en avait avant, ils vont être retracés. Il n'y a pas de raison, si ça n'a pas été encore fait, on va le remonter à nos services techniques, mais ça sera fait, Jacques. Il n'y a évidemment pas de difficulté. D'ailleurs, il nous arrive parfois même d'en rajouter pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Et la même Florence dit qu'elle est heureuse d'avoir aménagé à Mazamet cet été avec ses parents et de nous voir en live. Eh bien, écoutez, nous on est très heureux, Florence, que vous ayez aménagé et que vous soyez bien sur Mazamet. Francine nous dit la vie de ceux qui cherchent du travail est difficile aussi. Ça fait écho à ce qu'on disait sur les priorités qu'on a mis dans le cas où dans certaines écoles on n'aurait pas suffisamment de place pour accueillir tous les élèves à la cantine. Oui, la vie de ceux qui cherchent du travail est difficile et on n'a jamais dit le contraire,
Francine, mais on a rappelé aussi que la vie de ceux qui cherchent du travail est aussi aidée par un certain nombre de prestations sociales dont il faut aussi tenir compte. Et ça me permet de dire aussi, si je peux, moi en tant qu'élu, mes adjoints, les élus, si on peut vous aider, si vous cherchez du travail d'une façon ou d'une autre, on vous y aidera. Tiens, ça me permet d'ailleurs de parler d'un dispositif qu'on a mis en place sur lequel on n'a pas beaucoup communiqué, preuve qu'on est sensible aux demandeurs d'emploi qui cherchent à revenir dans l'emploi. On a un dispositif qui vous permet par contre d'avoir des places prioritaires en crèche, parce que souvent, c'est un peu ce que je disais au début de ce live, en France, il n'y a pas un gros différentiel entre le moment où vous ne travaillez pas et puis si vous travaillez pour un petit salaire. Et sur le bassin mazamétain, il y a beaucoup de petits salaires. Et souvent, la difficulté, c'est que vous devez faire garder vos enfants, ça finit par vous coûter presque plus cher que si vous ne travaillez pas. Et l'intérêt de reprendre un travail au SMIC, il est parfois presque pas, c'est presque pas intéressant de reprendre un travail au SMIC plutôt que de rester avec des allocations et sans les frais parce qu'il faut faire garder les enfants. Donc on a un dispositif qui réserve des places en crèche prioritairement aussi aux enfants dont les parents reviennent dans l'emploi. Donc si vous êtes demandeur d'emploi, que vous retrouvez un emploi, que vous vous réinsérez dans l'emploi, que vous êtes en démarche de réinsertion, eh bien on vous réserve des places pour vos enfants en crèche pour vous faciliter la vie et vous permettre et vous inciter finalement pour rendre le retour au travail plus intéressant. Donc voilà, sachez Francine qu'on y est très, très sensible mais que pour nous, la meilleure façon de sortir de la pauvreté, c'est de retrouver un travail. Et ça me permet de dire, donc c'est ce que je voulais dire, il y a de très nombreux emplois non pourvus sur la ville de Mazamet, sans aller très loin. Sur la seule commune de Mazamet, il y a 170 emplois non pourvus. Donc demain matin, il y a 170 employeurs qui sont prêts à vous recruter pour vous faire travailler. Beaucoup sont prêts à vous former pour que vous puissiez travailler. Si on élargit sur les communes autour de Mazamet, Aucillon, Pont-de-Larn, Bout du Pont-de-Larn, on a plus de 300 emplois qui sont à prendre quasi instantanément demain matin. Les entreprises ont du mal à recruter, donc il faut y aller, il y a de l'emploi. Si on peut vous y aider, on le fera. S'il faut vous recommander auprès d'une entreprise, on le fera. Et si on peut, avec les dispositifs municipaux, vous aider à retrouver de l'emploi, notamment avec les places en crèche pour vos enfants réservées qui vous permettront d'être plus disponibles pour la reprise du travail, on le fera. Donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. On est toujours là quand il s'agit de revenir vers le travail. Mais je le redis, sur le pays rien que sur le pays mazamétain, il y a 300 emplois non pourvus. Et si on élargit la recherche à un secteur qui va en gros de l'Abbasside-Rouerroux jusqu'à l'ouest de Castres, on a plus de 1000 emplois à pourvoir sur le secteur. Des questions. Alors j'ai des gens qui nous disent bonsoir, donc je vous réponds également bonsoir. Je vais réactiver, rafraîchir les questions. Alors, j'ai Louloute qui nous pose la question sur les futurs travaux du centre-ville. Pour les commerçants, quand il y aura des coupures d'eau ou d'électricité, les travaux, comment allez-vous gérer tout ça? Alors, pas de souci par rapport aux travaux de la place Gambetta. C'est pas des travaux qui vont entraîner des coupures d'eau ou d'électricité sur le secteur, ou alors ce sera vraiment extrêmement rapide et ça durera quelques minutes. Et même sur la partie circulation, les travaux qui sont prévus place Gambetta, c'est des travaux qui vont permettre de maintenir la circulation sur ce secteur sur quasi totalement la totalité du chantier. Il y aura peut-être sur un chantier qui doit durer presque 8 mois, il y aura peut-être un jour, 2 jours, 3 jours où on sera obligé de couper la circulation à un certain moment, mais n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Et par rapport à votre commerce qui se situe, je crois, à proximité, mais sur la place, plutôt sur le quai Cazenave, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour des coupures d'eau ou d'électricité pour votre activité. Allez, on va continuer à rafraîchir les questions. Je vois que ça tombe, 50 questions, c'est bien. Alors, y a-t-il des postes, Isa, y a-t-il des postes à la mairie pour des seniors à mi-temps? Alors, il y a des postes
pas forcément que pour les seniors, mais ça peut intéresser certains seniors ou certains travailleurs qui sont à proximité de l'âge de la retraite. Et effectivement, nous avons des postes à temps partiel, notamment justement dans ce qui concerne tout le travail dans les écoles. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir un CV, à me contacter même. Vous êtes très nombreux à le faire régulièrement, à me dire voilà, je vous envoie un CV, est-ce que vous avez quelque chose? Chaque fois que je le peux, j'essaie toujours de trouver quelque chose, un emploi dans les services municipaux. Donc n'hésitez pas à me faire part de CV pour postuler. J'ai Ludovic qui me pose une question pour savoir où ça en est de l'implantation d'éoliennes à Arfons. Ludovic, je n'ai pas de nouvelles par rapport à ce dossier. Il me semble qu'il y avait des avis négatifs qui avaient été rendus dans ce dossier. J'essaierai de reprendre des nouvelles prochainement et de communiquer par rapport à ça. Florence s'adresse plutôt aux Mazamétains. Connaissez-vous une association de jardinage active? Alors, association de jardinage, pas à ma connaissance. Les Jardins du Cœur, oui, qui sont une annexe des Restos du Cœur, oui, mais une association de jardinage, pas à ma connaissance. Mais après tout, peut-être que ce soir, ça va susciter des envies de la créer, ces associations. ID9 Bassin Mazamétain me pose des questions sur la déviation d'Aucillon-Mazamet-Saint-Alby. Où en est-on? C'est une question qui revient souvent et qui est liée à l'avancement du chantier de l'autoroute. Pourquoi? Parce que quand l'autoroute sera terminée, l'État, l'autoroute donc A69 Toulouse-Castres, qui avance bien, hein. J'étais encore ce matin sur Toulouse pour mes activités professionnelles et on voit que le chantier avance très, très vite et c'est une bonne nouvelle. Quand l'autoroute sera terminée, l'État va en fait déclasser les derniers morceaux de national qui restent sur le secteur, et donc en particulier l'axe Mazamet-La Bruyère. Et donc cet axe-là sera transféré au département. L'État, quand il transférera cette route au département, mettra un chèque. Je crois qu'il est de 20 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Mais je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était 20 millions d'euros, pour à la fois aménager cette déviation donc d'Aucillon-Mazamet-Saint-Alby. Donc pour rappel, quand vous arrivez, vous voulez sortir de l'agglomération mazamétaine, vous êtes sur l'avenue Foch ou l'avenue du Maréchal Juin, vous arrivez aujourd'hui au feu, au boss. Bon, ben ces feux, ils seront supprimés, il y aura un giratoire qui sera créé, et pour sortir de l'agglomération, vous irez directement tout droit comme si vous partiez vers Rigotou, et en gros au niveau de Germiflore, vous prendrez un grand contournement qui fera tout le contournement bas d'Aucillon, qui vous évitera de prendre le boulevard du Toré, et vous ressortirez au niveau de l'actuelle déviation de Saint-Alby. Ensuite, la route qui va à La Bruyère sera aménagée, donc toujours par le département, mais avec des financements de l'État et de la communauté d'agglomération, et aussi un peu de la région. L'axe sera aménagé jusqu'au rond-point de La Bruyère et la rocade de Castres, avec suppression des passages à niveau, des contre-allées pour éviter les cisaillements de voies. Et moi, c'est ce que je demande au département, et on verra, j'espère que ça pourra se faire et que le département trouvera les budgets nécessaires pour passer une partie de cet axe Mazamet-La Bruyère avec des portions à 2 fois 2 voies, avec des créneaux de dépassement, un peu comme ça a été fait si vous prenez la route Castres-Albi, ça a été plutôt bien fait, avec des budgets qui étaient importants, mais qui étaient quand même raisonnables, parce que évidemment, comme toutes les collectivités, le département a aujourd'hui des grosses contraintes budgétaires. C'est très difficile aujourd'hui de gérer une collectivité. Et donc, mais ça a été plutôt bien fait, ça permet de fluidifier, de rendre plus rapide le trajet Castres-Albi. L'idée, c'est qu'on est un peu pareil entre Mazamet et La Bruyère. Il y a sûrement des endroits où on peut faire des créneaux de dépassement. Donc moi, je l'appelle de mes voeux, je le demande, je le redis régulièrement aux conseillers départementaux lorsque je les vois, et j'espère que c'est quelque chose qui pourra se faire. Donc ces travaux, en principe, ils s'engageront quand l'autoroute A69 aura été mise en service. Elle sera mise en service en 2025. Le concessionnaire a l'air plutôt confiant sur le fait qu'il va tenir son calendrier. On voit que les travaux, encore une fois, avancent très vite. Et donc, on a effectivement intérêt à ce que l'autoroute se fasse le plus rapidement possible pour qu'ensuite le département puisse s'attaquer à ces travaux. On précisera d'ailleurs que l'État a accepté de lancer sur la déviation d'Aucillon-Mazamet-Saint-Alby l'enquête environnementale, qui est un gros morceau, et c'est l'État qui va la mener. Je crois qu'il a
lancer ça, ou il va lancer ça incessamment sous peu. Voilà. De la patience encore, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est long depuis des années qu'on attend toutes ces infrastructures routières? Oui, c'est long, mais je crois que quand même avec l'autoroute A69 et avec les aménagements entre Mazamet et La Bruyère qui se profilent ensuite, je crois qu'on aura fait quand même un grand pas pour désenclaver le secteur, plus que ce qu'on aura pu faire ou ne pas faire pendant une cinquantaine d'années. Donc voilà, encore un peu de patience, mais on commence à voir le bout du tunnel, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, je sais que c'est un sujet qui est très important ici en termes de désenclavement. Je n'oublie pas l'axe Mazamet-Méditerranée, Mazamet-Béziers, qui sera évidemment un cheval de bataille, qu'il est pour moi depuis toujours. On a fait des opérations avec les élus de la vallée du Torré à plusieurs reprises. Évidemment, une fois qu'on aura cet axe correct, rapide, sécurisé, qui nous amènera vers la capitale régionale Toulouse. Il y aura évidemment le grand chantier d'aménagement de la route Mazamet-Béziers qui est absolument indispensable et pour lesquels comptez sur moi pour me battre pour ce chantier parce qu'il est évidemment extrêmement important. En notant quand même que côté Hérolté, il y a des aménagements réguliers qui sont faits sur cette RD 612. Vous avez vu des passages à 3 voies dans le Poussarou, vous avez vu le contournement de Puy-Serguier, donc il y aurait encore quelques efforts à faire, mais je me dis que un contournement de Saint-Pons, par exemple, serait beaucoup de temps gagné dans ce secteur. Voilà, il y a peut-être quelques aménagements à faire pour rapidement gagner du temps sur cet axe très important qui est aussi celui de la Méditerranée. Il faut de la patience, il en faut beaucoup, il vous en faut beaucoup en tant qu'utilisateur de la route, il en faut beaucoup aussi en tant qu'élu, quand on aimerait que ça puisse se faire comme ça en claquant des doigts en 2 ans, et il faut beaucoup de patience aussi pour nous élus sur ces chantiers. Mais ça fait quand même plaisir de voir que ça avance, et je redis que l'aménagement de l'autoroute A69 sera un grand pas pour tout le sud du Tarn et pour le pays mazamétain en particulier. Alors ensuite, qu'en est-il des travaux prévus entre La Richarde et Négrin? Des marquages au sol, mais aucune communication là-dessus. Alors il y a pu y avoir des travaux qui étaient menés sur les réseaux souterrains, mais pas de travaux de marquage en particulier, donc peut-être des marquages qui ont été refaits. Il faudrait m'en dire un peu plus s'il y en a, parce que j'ai du mal à cerner votre question. ID9 Bassin Mazamétain nous suggère de décorer le rond-point de la Chevalière avec des anciennes lessiveuses de délainage ou des machines textiles. Alors pourquoi pas, c'est pas prévu pour le moment parce qu'on a quand même un très beau rond-point végétal, peut-être un des plus beaux ronds-points végétaux de France, hein, parce que franchement c'est quand même une œuvre d'art. Voilà, ce rond-point de la Chevalière. En revanche, ça me permet de rappeler ou de vous annoncer ce soir qu'il y a une très belle exposition qui aura lieu à partir, alors si je dis pas de bêtises, c'est à partir de la mi-mai jusqu'à la mi-septembre à la halle de Mazamet, qui est une exposition qui est consacrée à l'histoire du délainage, où on a justement récupéré autour de François Cyr, qui en est le président, un certain nombre de machines qui servaient au délainage, de documents d'histoire, de témoignages, de livres, de photos, de maquettes qui rappellent la technique qui était utilisée. Et donc il y aura une très belle exposition sur le délainage, sur l'histoire du délainage à Mazamet, qui arrivera donc à partir du printemps et qui durera tout l'été, qui sera dans la halle. Voilà, dans la halle et autour de la halle. Donc ça me permet de le dire déjà ce soir et d'en parler, et ce sera un beau rendez-vous pour honorer ce glorieux passé industriel. Mais ça me permet quand même aussi de dire qu'il y a un présent industriel. Il n'y a pas que le passé et que Mazamet reste aujourd'hui, le pays mazamétain, une place forte de l'industrie. Nous avons des entreprises, des PME qui sont extrêmement performantes dans de très nombreux secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la santé dentaire, que ce soit les cosmétiques, que ce soit le textile, la maroquinerie, les constructions métalliques, que ce soit dans de très divers secteurs. J'en ai probablement oublié, je m'en excuse, mais ce sont des entreprises extrêmement performantes
performante et je vous garantis qu'à l'échelle d'une petite ville comme Mazamet, on a une densité industrielle, une densité de PME qu'on ne retrouve pas partout. Allez vous promener dans beaucoup de villes de la même taille, voire plus importantes que Mazamet dans la région Occitanie, vous verrez qu'il n'y a pas autant d'industrie que chez nous. Donc il y a eu un passé industriel, mais après ce passé industriel, il y a eu tout un rebond qui s'est effectué grâce à l'esprit d'entreprise de nos chefs d'entreprise, de la population de ce bassin mazamétain, et qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas un désert économique et qu'on est encore une vraie place forte industrielle. Et je vous garantis, promenez-vous dans la région Occitanie, il n'y en a pas tant que ça. Isa nous demande donc y a-t-il des caméras dans tout Mazamet? Non, alors il n'y a pas des caméras, ce que je disais tout à l'heure, hein. Il n'est pas possible d'avoir des caméras sur toute la ville de Mazamet. Et pour avoir des caméras dans toutes les rues, comme je l'ai dit, on a 120 km de rues à Mazamet de voirie. C'est évidemment pas possible, mais l'idée c'est qu'à terme, et ça on n'en est pas très loin, il y aura des caméras au moins sur tous les axes stratégiques, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs effectivement où il y a une densité importante et puis des secteurs un peu plus périphériques où on a par contre des caméras sur tous les axes pénétrant ou sortant de la ville. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans Mazamet ou sortir de Mazamet sans que votre voiture, votre plaque ait pu être identifiée. Et ça aide beaucoup pour pouvoir résoudre des affaires et c'est un outil qui est utilisé régulièrement par les policiers et par les gendarmes et qui est très efficace dans la résolution des affaires. Alain nous pose la question de savoir ce qu'on fait pour le stationnement des camping-cars sur les Montagnaises. Il y a une réflexion qui est en cours. Aujourd'hui, l'idée c'est plutôt d'autoriser uniquement un stationnement court et rapide, sachant qu'on a ouvert une aire de camping-car sur le secteur de la Resse, qui est dans un très bel écrin de verdure et qui est sur un bras de rivière, donc il y a vraiment un cadre sympa et qui est probablement une des plus belles aires de camping-car qu'on puisse trouver là aussi sur la région. Et donc on va plutôt inciter les camping-cars à aller stationner sur cette aire de camping-car. S'ils veulent s'arrêter quelques minutes aux Montagnaises, oui, mais pouvoir y passer la nuit ou la semaine, ce sera probablement plus possible dans quelques mois. Et puis, pour revenir à la question précédente, ID9 Bassin Mazamétain me pose la question de créer un vrai musée sur l'histoire du délainage. Alors, oui, mais aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que d'abord c'est un investissement qui est très important et ensuite il faut faire fonctionner un musée, il faut des permanents et la ville n'a absolument pas les moyens aujourd'hui de rajouter des coûts de fonctionnement. Je l'ai dit, le budget 2024 sera un budget extrêmement serré. Je préfère annoncer la couleur. Je sais que vous avez tous, chacun dans vos quartiers, beaucoup de demandes. Il va falloir patienter parce que le temps que les coûts de l'énergie rebaissent un peu, on a des marges de manœuvre qui sont considérablement diminuées. Et si on ne veut pas augmenter le pourcentage du foncier bâti, encore une fois, eh bien, il faudra qu'on ait des budgets extrêmement serrés. Et aujourd'hui, on n'a absolument pas les moyens de financer un musée. Alors, il y a un projet privé qui est en rapport avec l'exposition que j'ai évoquée. On verra un peu si les choses peuvent se faire ou pas, mais par une initiative privée. Mais en aucun cas, la ville aujourd'hui, et je pense que pour les années qui viennent, n'aura les moyens de payer un déficit d'exploitation sur un musée. Julie nous signale qu'à Castres, il y a un détecteur de mouvement sur un lampadaire. Ça pourrait être bien à Mazamet aussi. Oui, c'est une solution technique qui a été regardée, mais qui est quand même relativement coûteuse. Mais je n'exclus pas, on n'exclut pas avec nos services de peut-être mettre effectivement en place ce système qui fait que l'éclairage est éteint et qu'il ne s'allume que lorsque vous passez. Peut-être sur certains secteurs du centre-ville, c'est quelque chose qu'on essaiera. En tout cas, voilà. Merci Julie pour ce rappel et cette suggestion. Sur la rue Méjanel, ça a été dit, donc les travaux pour les 3 futures poubelles seront-ils bientôt terminés? Oui, je pense que l'agglo est dessus et ça devrait pouvoir se faire assez rapidement. On a ensuite une question sur l'avenir du parc de la Molière. Il y a des questions qui ont été posées. Alors ID9 Bassin Mazamétain nous fait la suggestion d'un pôle médical privé. Il faut savoir que ce parc de la Molière, on ne veut pas
D'abord, il y a quand même beaucoup d'habitants qui en profitent en tant qu'espace vert. Donc on veut qu'ils puissent garder au moins sur une partie sa vocation de promenade finalement pour les habitants et de poumon vert pour les habitants du quartier. Mais effectivement, on est en contact avec des porteurs de projets. euh, Pourquoi pas, notamment dans le secteur de la santé et dans la santé privée. Et ce parc, si un jour on doit y faire autre chose qu'un parc, ça devra être un projet extrêmement qualitatif et extrêmement ambitieux. On va, enfin, en gros, en clair, on va pas brader le parc de la Molière, c'est pas possible. C'est un trop bel écrin. Donc effectivement, si nous avions un jour on discute hein, avec des porteurs de projets, mais je ne peux pas vous en dire plus. Un très beau projet, par exemple un pôle médical privé, comme ça peut exister dans certaines villes moyennes du Grand Sud, eh bien oui, pourquoi pas, on pourrait imaginer que ça s'implante sur le parc de la Molière, mais en conservant quand même une partie de ce parc pour la promenade des habitants des habitants de ce secteur. Voilà, il y a des contacts, mais c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. On a des questions, alors justement sur la démographie médicale, puisque c'est le sujet que j'ai abordé. Alors, j'avais une question tout à l'heure qui était de savoir ce qu'on faisait pour, je sais plus où elle était, mais ce qu'on faisait sur les, elle a dû repasser en bas de pile, ce qu'on faisait pour attirer des nouveaux médecins. Alors, on fait beaucoup. Mazamet fait beaucoup, et quand je dis Mazamet, c'est la ville, mais c'est encore une fois les contribuables mazamétains font beaucoup, puisque ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup de villes autour qui le font, ni même forcément dans la région. C'est-à-dire qu'à Mazamet, on a d'abord créé une maison de santé, qui est aujourd'hui un centre de santé. Première chose, ça a quand même été un investissement important, qui a été d'ailleurs, et je les en remercie, cofinancé par l'aglo, le département et la région, ainsi que par l'État. Et puis ce qu'on fait aussi à Mazamet, c'est que nous payons des médecins salariés. Ça se fait en collaboration avec la région, avec le département, mais ça veut dire que la ville de Mazamet fait un effort, puisque nous avons 3 médecins salariés sur le centre de santé, et que une partie de leur salaire est payée là aussi par les contribuables mazamétains. Donc c'est un effort qui est considérable et que bien des communes ne font pas. Alors vous allez me dire, mais ça ne suffit pas. Oui, je suis d'accord avec vous, ça ne suffit pas. Effectivement, 3 médecins sur ce secteur, ça ne suffit pas, mais on fait tout ce qui est en notre pouvoir, en nos moyens, pour essayer d'attirer de nouveaux médecins. Ça prend beaucoup de temps, on le fait, la région le fait aussi. La région Occitanie doit engager à terme 2000 médecins pour l'ensemble de la région, mais évidemment, ça se fait pas comme ça, parce qu'il y a une pénurie, il ne faut pas se le cacher. Moi, et malheureusement, on se bat parce qu'il y a une concurrence aussi entre les différentes villes. Et on se bat entre élus pour une part de gâteau qui est trop petite pour tout le monde, en gros. Donc il n'y a pas assez de médecins qui ont été formés pendant des années en France. Et il y a un problème de répartition des médecins aujourd'hui sur le territoire français. Et donc effectivement, on fait tout. Mais on a 3 médecins, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à trouver 3 médecins salariés sur ce centre de santé. Ça ne suffit pas, on continue. L'objectif c'est d'arriver à 5 ou 6 dans les mois qui viennent. On y travaille, on a des contacts régulièrement, mais comme pour beaucoup de choses, ça prend du temps. Il faut voir les gens, les revoir, les faire revenir. Et puis finalement, ils sont allés voir ailleurs. Et puis peut-être au dernier moment, ils ont préféré aller ailleurs parce que c'est plus près de l'endroit où habitent leurs enfants, c'est plus près de la mer, plus près de la montagne, plus... Bon, voilà. Puis il y en a qui préfèrent Mazamet parce que ça va bien, que ça leur plaît, qu'ils aiment l'environnement, que la ville est agréable, etc. C'est long, c'est difficile. Et je conçois que ce soit compliqué. Mais on fait aujourd'hui tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir accueillir ces nouveaux médecins. Mais c'est un problème qui est national, qui revient sur les élus. Et je redirais quand même que c'est pas au départ, c'est pas de la compétence du maire de payer des médecins. La santé, il y a un ministère de la santé, il y a des agences régionales de santé, c'est une compétence de l'État. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les maires, alors que ce n'est pas notre compétence, qui en viennent à prendre ça à bras le corps pour essayer de trouver des médecins, avec, encore une fois, nos partenaires du département, de la région, dont ce n'est pas plus la compétence. Voilà. On se substitue finalement aux carences du système de santé, qui est un système de santé national. Donc c'est un problème national.
on fait tout ce qu'on peut. Voilà ce que je peux vous en dire en tout cas, et on continue à chercher à pouvoir recruter pour que de nouveaux médecins supplémentaires arrivent sur le centre de santé Simone Veil, et que du coup ils puissent prendre de nouveaux patients, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème et cette question. Si vous êtes dans une situation je ne vais pas dire d'urgence, parce que si c'est une situation d'urgence, il y a des urgences, mais une situation critique par rapport au fait que vous devez avoir un traitement régulier, qu'il vous faut voir un médecin parce que vous avez une pathologie chronique, etc., je vous invite quand même à contacter l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui peut vous attribuer un médecin d'office. Voilà, parce que il y a des pathologies récurrentes où il faut absolument voir un médecin régulièrement pour renouveler un traitement, etc. Donc il faut que vous devez contacter l'ARS qui peut vous attribuer d'office un médecin. D'autres questions. Donc les prix des cantines, on en a largement parlé tout à l'heure. Je vais donc rafraîchir à nouveau la pile impressionnante de questions. Bon, j'ai une question en roumain. Alors ça, j'avoue que je ne parle pas le roumain, donc je ne saurais pas la traduire. Des travaux de voirie, ça c'est Jean-Luc, sont-ils prévus rue Frédéric Mistral du jardin public au 80? Alors, il faut savoir, Jean-Luc, que la rue Frédéric Mistral est une départementale, donc là, s'il y avait une rénovation de voirie, elle serait le fait du département, donc ça fait partie des discussions qu'on peut avoir avec le département. Voilà. Il faut savoir aussi que, et c'est une très bonne question, il y a des rues que vous empruntez à Mazamet qui sont des départementales et donc dont la rénovation en concomitance avec la mairie qui a aussi en charge une partie des abords, enfin, c'est un peu compliqué, mais une partie de la rénovation reviendrait au département. Blandine nous pose des questions sur l'aménagement en Négrin. Oui, alors ça prend du temps aussi parce qu'il fallait acquérir les parcelles qui se trouvent autour de l'école de Négrin pour pouvoir aménager des stationnements, parce que je suis tout à fait conscient, Blandine, qu'il y a des difficultés de stationnement dans le secteur de Négrin et que ça manque parfois de place. Alors au moment de l'école, mais aussi le soir, quand tous les riverains sont revenus dans leur maison. Donc ça fait partie des choses qui sont programmées et planifiées par nos services, et on devrait pouvoir vous dire d'ici quelques mois quand est-ce qu'on pourra procéder à ces travaux. Anthony nous demande pourquoi ne pas faire un parking pour le stade au parc de la Molière. Oh, ce serait quand même dommage, Anthony, de sacrifier ce magnifique espace vert pour y faire juste du parking. Bon, il y a beaucoup de monde les jours de match, beaucoup de voitures, mais bon, on arrive toujours plus ou moins à se garer. Alors, on s'en excuse auprès des riverains parce que c'est souvent dans les rues un peu à cheval sur les trottoirs quand le Sporting joue à domicile. Moi le premier, hein, voilà, faut t'avouer à moitié pardonné. Mais bon, ça dure 1h30, c'est un dimanche tous les 15 jours, donc bon, et c'est pas encore toute l'année puisque la saison ne dure pas toute l'année, donc bon voilà, mais on va pas sacrifier la Molière pour juste y faire du parking. Francine nous demande pourquoi chercher à désenclaver puisqu'il y a déjà autant d'offres d'emploi et d'entreprises dynamiques. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre et que sur un bassin comme celui de Mazamet, mais plus globalement le territoire subtarné, Castres-Mazamet, on se rend bien compte qu'on a quand même, du fait de ces difficultés d'enclavement, des difficultés à attirer des jeunes couples. On a des difficultés, les entreprises recrutent sur Mazamet, oui, mais parfois on a la difficulté du travail du conjoint. Et le conjoint a une qualification, il ne trouve pas un travail sur Mazamet parce qu'il y a moins d'offres que sur la région toulousaine. Et moi j'ai le cas, je vais même vous dire, je l'ai eu dans mon entreprise, ce cas de quelqu'un que j'ai pu recruter, qui faisait parfaitement l'affaire et qui était parfaitement heureux dans son travail. Son épouse, elle, n'avait pas de travail correspondant à ses compétences sur le secteur de Castres-Mazamet, elle aurait pu trouver sur Toulouse. Mais du fait de la difficulté d'avoir une route facile, fiable pour faire les allers-retours à Toulouse, eh ben, ils ont quitté la région et ils sont allés dans une région, alors par discrétion pour eux, que je ne citerai pas, mais qui est une région où ils travaillent à 1 heure de la capitale régionale et où elle travaille dans la capitale régionale, mais où ils habitent dans une petite ville qui ressemble à Mazamet. Et ben, pourquoi ils le font là-bas? Parce que là-bas, tout est relié en 2 fois 2 voies, en autoroute à la capitale régionale, et que vous y allez en 1 heure.
Bon, bah aujourd'hui, si vous devez aller à Toulouse, j'y étais encore ce matin pour mes activités professionnelles, eh ben, vous vous rendez compte que le trajet est quand même pénible, compliqué, qu'il n'est pas du tout sécurisé et que le faire tous les jours, c'est quand même extrêmement pénible. Voilà. Donc c'est un plus et ça permet d'amener d'autres activités aussi sur le secteur parce que je pense que on a un tissu de PME, on a des entrepreneurs locaux qui sont très dynamiques et qui, on l'a dit, on a une vraie place, je le redis, une vraie place industrielle forte, ce sud du Tarn, comme il y en existe finalement encore malheureusement peu en France. Mais on pourrait en amener d'autres, en attirer d'autres sur le secteur. Le réseau routier est parfois quand même un frein, faut le dire. Donc on a besoin de ce désenclavement. Voilà, on en a besoin. Et puis après tout, pourquoi on n'aurait pas droit, nous, à ce à quoi ont droit les bassins de Montauban, Carcassonne, Albi, Pamiers, Saint-Gaudens, Tarbes, etc. etc. Pourquoi les autres et pourquoi pas nous? Des questions sur l'autoroute, justement Nathalie nous pose la question, quel sera le tarif de l'autoroute? Alors moi l'autoroute, j'ai pas le tarif définitif encore. Ça, c'est le concessionnaire qui l'annoncera. Je crois qu'on était sur quelque chose comme 13 euros l'aller-retour en tarif plein. Et je pense que pour les gens qui auront des abonnements et qui prendront l'autoroute plusieurs fois par semaine ou régulièrement, il y aura des dégressifs. Il me semble que ça sera la moitié de ce tarif-là et qu'on sera sur un aller-retour aux alentours de 8 euros pour ceux qui prennent l'autoroute régulièrement, ce qui est finalement pas très éloigné, voire même un peu en dessous pour les abonnés du tarif kilométrique qu'on peut trouver par ailleurs sur le réseau Vinci, sur la 9 ou sur la 61 à proximité de chez nous. Je rappelle qu'à côté d'une autoroute, il y a toujours un axe gratuit qui continuera à exister pour ceux qui ne souhaitent pas emprunter l'autoroute. N'avez-vous pas peur pour l'avenir de l'Apollo au vu du nouveau cinéma, donc le multiplex qui a ouvert à Castres? Pas du tout. Moi, je pense que les deux sont absolument complémentaires et on n'est pas sur les mêmes tailles de salle, on n'est pas sur les mêmes niveaux de tarifs. Et ça me permet de rappeler que l'Apollo dispose désormais de 4 salles de cinéma grâce à un très bel investissement de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, que vous bénéficiez de tarifs cinéma extrêmement intéressants à l'Apollo. Je crois qu'il y a des tarifs réduits. Certains jours, on est à 4 euros et quelques la place de cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, c'est un prix qui est extrêmement compétitif. Et ce sont des salles qui sont très intimistes, très agréables. Et je le redis parce que visiblement, il y a beaucoup d'habitants du bassin qui n'ont pas réalisé, ne savent pas. Mais il y a désormais 4 salles de cinéma à l'espace Apollo. Vous avez toutes les sorties nationales. Vous avez plein de films d'arrêt d'essai pour ceux qui sont amateurs de ce genre-là. Enfin, vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment un super outil. C'est un très beau bâtiment. Ce sont des salles extrêmement confortables. Qualité vidéo, qualité audio. Enfin, voilà. Et à des prix qui sont extrêmement raisonnables. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que les deux sont complémentaires. Et je pense qu'il y a la place sur une agglomération de la taille de Castres-Mazamet pour un très gros multiplex qui existe à Castres avec, je crois, 10 salles hein, aujourd'hui. Et un cinéma qui s'apparente plus à un cinéma de centre-ville, plus petit sur Mazamet. Je crois qu'il y a la place largement pour les deux. Des modifications, ça c'est Melvin qui me pose la question sur la rue de la Vanne. Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément de modifications, si ce n'est qu'on va peut-être matérialiser un peu mieux certaines interdictions de stationner et que je le dis, nos policiers seront amenés nos policiers municipaux à verbaliser dans ce secteur puisque on m'a encore fait remonter aujourd'hui des stationnements à cheval sur des trottoirs, enfin bon, des choses qui sont pas acceptables. Donc je le dis, on va quand même passer quoi. À un moment, bon, il se peut qu'on verbalise. Donc faites un effort si vous êtes dans ce secteur. Et je le dis dans ce secteur, en semaine, je sais que notamment autour du lycée Jeanne d'Arc, il y a le parking de la Passerelle qui est quand même pas très très loin, qui n'est pas plein en semaine aux horaires où il y a beaucoup de monde dans le quartier. C'est quoi une fois que vous êtes garé au parking de la Passerelle, pour rejoindre la rue de la Vanne, il faut quoi? Il faut pas 10 minutes. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi une solution de repli. Et puis je crois que l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc a un projet de parking interne qui permettra de délester la voirie publique dans ce secteur.
La zone de la Trille, parle-t-on toujours de prison? Ouais, c'est un autre projet. Alors, on parle en fait de plusieurs projets possibles dans ce secteur. On continue à discuter avec des industriels qui peuvent être intéressés pour venir sur ce secteur de la Trille. Alors, ce sont des discussions qui prennent évidemment beaucoup de temps. Les projets industriels sont plutôt des projets sur des grandes emprises foncières et donc des projets qui mobiliseraient pour les investisseurs des dizaines, voire parfois des centaines de millions d'euros. Donc vous vous imaginez bien que ce ne sont pas des discussions qui prennent 2 jours, c'est des discussions qui prennent parfois plusieurs mois ou plusieurs années. Donc on continue à discuter et nous sommes en contact aujourd'hui avec plusieurs porteurs de projets industriels qui pourraient peut-être faire un jour le choix de venir sur le secteur de la Trille. Ça n'empêche pas de continuer à discuter avec le ministère de la Justice pour l'éventuelle implantation d'une prison. On n'a toujours pas de retour du ministère de la Justice sur d'abord quelqu'un qui viendrait pour voir si ce secteur-là, ces terrains peuvent convenir, et puis qui pourrait nous dire plus précisément quel type de prison, quelle capacité, quel type de détenus, je l'avais déjà dit, des hommes, des femmes, des petites peines, des longues peines, des perpétuités, voilà, on ne sait pas trop qui. Donc on n'a pas vraiment de retour pour l'instant de la part du ministère de la Justice, mais c'est aussi une option qu'il ne faut pas négliger. Moi, je pense que mon rôle de maire, et c'est aussi pour ça que j'ai été élu, c'est de faire en sorte de donner le plus de vie possible à cette ville de Mazamet. Et je pense que l'activité économique est le premier moteur de la vie d'une cité. L'emploi, la dynamique économique. Donc l'industrie, oui, parce que l'industrie est le premier moteur de l'économie. Un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois induits, mais ça peut être aussi des emplois publics. Et une prison, c'est aussi une activité économique très importante. Ce sont des centaines d'agents qui y travaillent. Ce sont des millions, des dizaines de millions d'euros de consommation dans l'économie locale pour l'entretien, la maintenance, les fournitures, etc. tous les ans. Donc mon rôle de maire, c'est moi de ne fermer aucune porte à des projets qui peuvent donner encore plus de dynamique à notre territoire. Évidemment, à la condition que ça ne génère pas de nuisance et que ce ne soit pas un fardeau, un boulet pour la ville. On ne fera jamais, voilà, si on avait le moindre doute, si un jour ce projet de prison allait plus loin, si on a le moindre doute sur le fait que ça va poser des problèmes, plus de problèmes que d'avoir d'avantages, évidemment, on ne le fera pas. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de précisions de la part du ministère. Dès qu'on en aura, évidemment, tout sera largement publié, partagé, débattu et échangé. Voilà pour quelques-unes des questions. Alors je vais à nouveau. Je crois qu'il y avait une question sur le tourisme vert qui était un petit peu plus loin. Francine, là, qui nous pose une question sur l'accueil des nouveaux arrivants en mairie de Mazamet. Pourquoi ne le faites-vous plus? Si, on le fait. On le fait tous les ans et en général, je crois que c'est au mois de février, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il y aura à nouveau un accueil pour les nouveaux arrivants qui sont venus sur Mazamet sur l'année écoulée. On aura un grand plaisir à vous accueillir au mois de février à l'hôtel de ville, comme on le fait tous les ans avec tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous signaler, d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la commune, auprès de la mairie, vous nous appelez et on sera ravis de pouvoir vous accueillir lors de cette cérémonie. Sandrine nous pose une question sur les pistes cyclables. Y a-t-il un projet de les augmenter sur la commune et alentour? Oui, on continue à travailler sur la création d'une trame verte qui traverserait l'ensemble de la ville de Mazamet, qui serait connectée à la voie verte départementale. Et puis, alors ça prend aussi beaucoup de temps. On a fait l'acquisition du parc du Pigné pour pouvoir faire un cheminement, mais il y a beaucoup de travail de remise en état de ce parc du Pigné qui a beaucoup souffert, qui a été assez maltraité et qui a besoin d'une grosse remise à niveau. Donc ça prendra plusieurs mois. Peut-être même une année, mais on le fera. Et puis après, voilà, donc pour faire un site avec des espaces cyclables qui passent à un site propre. Dans les aménagements de la place Gambetta, il y aura justement une trame pour les cyclistes avec des espaces qui sont réservés. Donc on y travaille. Et puis au point de vue départemental, il y a aussi effectivement des choses qui avancent pour connecter la voie verte mazamétaine à la voie verte de la Bruyère et de Castres. Donc il y a déjà un cheminement qui a été étudié, qui passe par Roussillon, puis par Perrin, Cocalière et qui rejoint ensuite la Bruyère. Donc tout ça effectivement se développe et c'est des chantiers qui prennent beaucoup de temps.
C'est des emprises, c'est du métré, un métré considérable, et donc ça prend effectivement beaucoup de temps. Entre Lidl et Auchan, est-il vrai que Gamme Vert pourrait s'installer? Vous faites probablement référence au chantier qui est en cours au niveau du carrefour des Bosses. Donc c'est effectivement, c'est pas Gamme Vert à ma connaissance, mais c'est un commerce qui était sur le boulevard du Torret, mais qui était au départ spécialisé dans la motoculture, voilà, qui s'installe sur ce secteur. Vous avez dû voir les travaux. Franck réitère sa question. Serait-il possible d'avoir la police municipale devant l'école des Bosses lors des sorties des entrées des enfants? Problème de stationnement, parents qui se mettent devant l'école et qui bloquent la circulation, non-respect des passages piétons, cela a déjà été signalé. Faut-il attendre que l'enfant se fasse renverser? Alors nos policiers municipaux tournent entre les différentes écoles, on verra, mais je pense qu'ils ont l'occasion de venir aussi sur l'école des Bosses, mais vous faites bien de le rappeler ce soir et on fera en sorte qu'ils puissent de temps en temps, ils ne pourront pas être là tout le temps parce qu'on a sur Mazamet, si on prend les écoles plus les crèches, on a 8 pôles en fait, 8 groupes scolaires, enfin 6 groupes scolaires plus 2 crèches, donc voilà, il y a des secteurs où il faut qu'on tourne aussi, donc on ne peut pas être tout le temps autour de la même école, mais on note évidemment ça et on fera en sorte que nos policiers puissent régulièrement venir autour de l'école des Bosses. Fafou dit, vous avez fait énormément de travaux, on voit bien au moins au vend de nos impôts, félicitations, merci. Ensuite, donc il y a des questions sur la prison, j'ai déjà répondu. Le palais des congrès a très mal vieilli, mais il est vraiment dégueulasse extérieurement. Bon, faut pas exagérer quand même, hein, mais effectivement, on a un souci avec des plaques qui ont été, oui, peut-être mal conçues à l'époque. Bon, c'est des plaques qui ont quand même. Alors, la rénovation du palais des congrès, de tête, c'est 2006-2007, hein, donc c'est quand même une quinzaine d'années déjà. Mais effectivement, il y a un souci avec une partie des plaques qui sont en train d'être refaites au fur et à mesure et qui dureront à mon avis plus longtemps et mieux que celles qu'on a aujourd'hui. Pour le reste, c'est un très bel équipement qui a plutôt, à l'intérieur en tout cas, extrêmement bien vieilli, qui est en très bon état, qui est unanimement apprécié. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de villes dans la région qui puissent, de la taille de Mazamet, qui a un équipement de cette qualité. Donc les médecins, on en a parlé. Vive l'Apollo, beaucoup de commentaires positifs sur le cinéma, dans l'Apollo. Le nombre de trains, alors ça c'est une bonne question Armel. Il y a le train pour le désenclavement, oui, je suis 100% d'accord avec vous et je suis partisan et je suis persuadé, convaincu qu'une bonne desserte ferroviaire c'est quelque chose d'incroyablement efficace pour désenclaver un territoire et pour développer une ville. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les tarifs et le temps qu'il faut pour faire un Mazamet-Toulouse, c'est 1h40. Voilà. Et je suis désolé de le dire, je ne vais pas me faire des amis partout à la SNCF, mais avec un service qui est très irrégulier, des trains annulés, des trains retardés très régulièrement. J'en ai encore entendu, j'en ai tous les jours. Tous les jours. Alors moi j'ai écrit à la région à plusieurs reprises, j'ai jamais eu de réponse satisfaisante sur cet état de fait. Et moi j'appelle, parce que c'est la région qui a aussi en charge le transport ferroviaire, donc moi je me retourne vers la région et je pose la question. Mais effectivement, c'est pas normal. Oui, ça mériterait un investissement important pour reprendre les voies et qu'on puisse avoir une desserte. Il faudrait que Mazamet soit à 1 heure de train de Matabio, de la gare de Toulouse, Matabio. Ça serait un formidable essor pour la ville de Mazamet et ce serait extraordinaire. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais là c'est un investissement à la fois de l'État et de la région, et donc je me retourne vers eux. Et ensuite je vais vous dire et redire, et j'ai écrit plusieurs fois à la région, je n'ai jamais eu de réponse positive, donc je réécrirai dans les jours qui viennent, pour redemander que nous ayons des bus à 2 euros direct entre Mazamet et Toulouse. Il y a 13 allers-retours entre Castres et Toulouse tous les jours à 2 euros. La réponse qui m'a été faite, c'est vous prenez le bus à Mazamet, vous allez à Castres et puis là vous prenez le bus Castres-Toulouse. Oui, mais tout le bénéfice
service de cette desserte est perdu par le temps qu'il faut pour rentrer dans le centre-ville de Castres, attendre sa correspondance et ensuite prendre le bus à 2 euros. Je pense que le bassin mazamétain et la vallée du Toré sont des bassins de population suffisamment importants pour que nous ayons des bus LIO à 2 euros direct entre la gare multimodale de Mazamet et Toulouse. J'en demande pas 13 par jour. Castres est une ville beaucoup plus importante que Mazamet. 4 par jour, déjà, ce serait quelque chose de formidable. Je l'ai demandé, j'ai écrit 2 fois à la région, j'ai une réponse positive. Je vous le dis, je le dis publiquement ce soir, je reposerai la question à la présidente de région par écrit dans les jours qui viennent, parce que je pense que nous avons besoin de cette desserte. C'est plus facile, à mon avis, à mettre en œuvre que le train, où là, pour refaire les voies, c'est des centaines de millions d'euros qu'il faudrait trouver pour pouvoir avoir un cadencement, mais après tout, pourquoi pas, le train est un mode de déplacement extrêmement vertueux, et je suis sûr que ce serait un développement très fort pour notre secteur. Voilà. Donc je l'appelle de mes voeux publiquement ce soir, et je le redirai par courrier. Sylvie nous demande si on pourrait installer une aire de jeu au parc de la Molière. Pourquoi pas? On a refait les jeux sur le parc de Bonnecombe. On pourrait effectivement en installer sur le parc de la Molière. Sylvie, c'est une très bonne suggestion que nous ferons remonter à nos services. Des questions sur les travaux des aires couvertes, les gymnases. C'est une question d'Anthony. Donc un appel d'offres a été lancé par la communauté d'agglomération cet été. Les entreprises ont répondu. Les offres ont été analysées. À ma connaissance, les dernières discussions se font sur certains lots, puisqu'il faut toujours discuter avec les entreprises. Et donc, on peut espérer que les lots soient attribués prochainement et que dans la foulée, le chantier puisse s'engager. Il y aura d'abord la démolition du gymnase, donc le grand, pour lequel là déjà le lot a été attribué à une entreprise d'ailleurs du secteur mazamétain, si je me souviens bien. Et ensuite, eh bien, il y aura la reconstruction d'un nouveau grand gymnase qui pourra s'enclencher. J'espère que tout ça pourra s'enclencher en 2024. En tout cas, les choses ont avancé puisqu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé et que les entreprises ont répondu et que tous les lots ont des entreprises qui ont répondu. Donc ça, c'est plutôt en bonne voie et je sais qu'il y a énormément de sportifs, qui soient collégiens, lycéens, associatifs, d'un très vaste secteur puisque ces gymnases drainent un public très large sur le sud du Tarn qui attendent et qui l'espèrent. Et voilà, je pense qu'on a quand même avancé avec le fait que l'appel d'offres ait pu être fait cet été et que les lots aient pu être probablement prochainement attribués aux entreprises qui ont soumissionné. Voilà, j'essaie de vérifier que je n'ai pas oublié de questions. A priori, non, tout ça, ça a été vu. Je vais tout à fait en bas de pied, voir s'il n'y a pas des questions qui auraient été posées au début de la soirée. Ouais. Alors j'ai Harry ici, oui, je vois un commentaire sur la taxe foncière. Il y a 3 ans c'était 1400, maintenant c'est 1700. Ça donne pas envie de rester, mais ce sera partout pareil en France. C'est-à-dire que, et encore à Mazamet, vous êtes sur une commune qui n'a pas augmenté ses taux d'imposition. C'est l'État qui a augmenté les bases. Donc, Harry, si vous aviez acheté une maison n'importe où ailleurs en France où il y avait déjà 1400 euros de foncier, vous seriez déjà à 1700 aussi, et peut-être même à plus si vous étiez dans une ville où la mairie en plus avait augmenté son taux. C'est l'État qui augmente les bases et ça a augmenté partout en France. Donc c'était une précision qui était importante à faire. Je vais rafraîchir une nouvelle fois les questions. C'est bien, ça fait plaisir de voir que on est à 120 questions quand même déjà ce soir, donc bravo. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes fidèles et toujours très nombreux à ce rendez-vous. Ah oui, bonne question. Les anciens locaux d'EDF sont-ils enfin vendus? La réponse est oui. Que va-t-il s'y faire? Eh bien, il va s'y faire une résidence à destination des seniors. D'ici donc quelques mois. Les travaux devraient, je pense, s'enclencher en 2024. C'est un très beau projet. Je crois qu'il y a une centaine d'appartements qui sont prévus. Donc c'est un très bon projet à destination des seniors. Voilà. Résidence donc qui sera créée d'ici quelques mois sur l'ancienne friche EDF. Le quartier gare sera-t-il repensé avec la ville d'Aucillon? Ça fait partie des discussions qu'on a régulièrement avec mon collègue d'Aucillon. Il y avait déjà des projets
qui date il y a quelques années. Oui, ça fait partie des choses qu'on voudrait faire. On l'a vu aussi, on a reçu avec mon collègue d'Aucillon des investisseurs privés. Après, alors je parle pour Mazamet, je ne peux pas, évidemment pas parler pour mon collègue d'Aucillon, mais sur les restructurations de ce genre de quartier, on se heurtera aussi à des contraintes budgétaires fortes parce que c'est des enjeux qui sont extrêmement lourds en termes de reprise et de rénovation. Mais il est quand même à noter que les acteurs privés font leur part du travail, les investisseurs privés, et qu'il y a de très beaux projets qui ont été faits sur ce secteur, d'autres qui sont en cours de réalisation, et c'est extrêmement positif. L'hôtel est-il toujours dans les cartons? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. On continue à discuter avec des investisseurs. Là aussi, c'est long, ça prend du temps. On a probablement un investisseur très sérieux aujourd'hui qui s'intéresse à ce dossier, et j'ai bon espoir. J'aimerais qu'on puisse aboutir sur la création d'un hôtel qui serait plus un hôtel de chaîne en tout cas, sur le secteur de la Richarde dans les mois qui viennent. Mais il y a aussi une grosse dynamique de l'hébergement, ce que je disais tout à l'heure, de l'hébergement touristique, que ce soit du B&B, du gîte, de la chambre d'hôte, de la lodge, de la cabane, de la bulle, voilà, du chalet. Il y a énormément de projets qui sont en gestation, et on aura une très belle offre de logement touristique sur le secteur mazamétain. Brigitte nous demande des contrôles de vitesse rue de la Vitarelle, rue Paillet jusqu'à Négrin. Les policiers municipaux, je vous le rappelle, sont équipés de jumelles qui permettent de contrôler la vitesse. Donc on fait des contrôles régulièrement. La mission que j'ai donnée aux policiers municipaux, c'est plutôt de faire ces contrôles plutôt au moment où il y a les grands excès, c'est-à-dire plutôt en soirée. J'ai toujours dit, je redis, on n'est pas là, nous, pour vous coincer à 8h moins 5 le matin si vous dépassez d'1 km/h. Hein, c'est pas du tout le but, donc on fait plutôt des contrôles le soir quand il y a les grands excès. Après, les contraintes techniques d'un contrôle de vitesse, c'est qu'il faut quand même un peu de ligne droite, sinon vous ne pouvez pas prendre la vitesse correctement et le contrôle est nul. Donc on n'a pas toujours la possibilité. Rue de la Vitarelle, c'est pas possible, elle n'est pas suffisamment droite et dégagée pour qu'on puisse contrôler. Rue Paillet, c'est plus facile après quand on repart vers Négrin. C'est un secteur où il nous est arrivé de faire des contrôles, donc on continuera à en faire avec les policiers municipaux. Les terrains de rugby de la Lose seront-ils vendus à Menguise ou autres? Ces terrains sont en réserve effectivement pour des gros projets économiques, et si l'opportunité se présentait, effectivement, il pourrait représenter une solution, sachant qu'il faudrait retrouver une solution pour le rugby, et qu'on se redéploierait probablement à ce moment-là sur les terrains de Bonnecombe, qu'on pourrait équiper du coup en éclairage vestiaire à ce moment-là. C'est évidemment pas fait, mais ce sont des terrains qui, dans le PLU de Mazamet, sont déjà fléchés comme faisant partie d'un secteur d'activité économique. Hein. Si vous prenez le PLU, ce n'est pas des terrains de sport, c'est des terrains à vocation économique. Donc oui, pourquoi pas un jour. Je pense que c'est très important de pouvoir proposer du foncier aux entreprises qui souhaitent se développer. Vous voulez créer un rond-point à côté du lycée Riez, n'avez-vous pas peur de créer de gros embouteillages en pleine heure de pointe, surtout si le carrefour des Bosses n'est pas transformé en rond-point ici? Alors justement, hein, le carrefour des Bosses, dans les aménagements qui seront faits après l'autoroute entre Mazamet et La Bruyère, le carrefour des Bosses serait transformé en giratoire. Et nous prendrions aussi à notre charge la création d'un giratoire au niveau de l'avenue du Maréchal Juin, des feux du lycée, où là aussi, nous, la mairie, on créerait un giratoire pour avoir un axe complètement fluide, y compris aux heures de pointe. Je pense que ce serait d'ailleurs vraiment un grand progrès. Stéphane demande si un projet de pump track, circuit pour le vélo, est en cours. Pas à ma connaissance, mais ça fait partie des choses qui sont en étude, qu'on a regardé, et qui pourraient aller de pair avec d'autres projets. On avait parlé aussi, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais de reprendre de refaire un skatepark sur le secteur de Bonnecombe. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont à l'étude.
Bon, les vélos, on en a donc parlé. Encourager les riverains à tailler leurs haies qui empêchent sur les trottoirs. Alors on le fait, Monique, très régulièrement. Donc d'abord on le fait à l'amiable en leur demandant, on va taper à la porte et on demande à le faire. Si ça suffit pas, on fait un courrier et puis au final on fait une mise en demeure. Donc on le fait régulièrement. Si vous avez un secteur, Monique, où il y a visiblement des haies qui sont mal entretenues et où il faudrait que le propriétaire taille, vous nous les indiquez. Indiquez-nous les adresses et nos services y passeront pour demander gentiment aux propriétaires de le faire. Il y a une question sur le parking de la passerelle, c'est ça. Alors, pourquoi pourrait-il être payant, c'est ça. Ce serait une source de revenus pour la ville. Alors, oui, mais pour ça, il aurait fallu faire un équipement électrique sur ce secteur qui était extrêmement coûteux et on a renoncé parce qu'on aurait mis 25 ans à amortir les coûts de câbles électriques pour alimenter les barrières, les bornes de paiement, etc. Donc on a préféré renoncer et laisser la gratuité sur ce parking parce que l'investissement n'aurait tout simplement pas été rentabilisé. En revanche, j'indique que dans les futurs aménagements qu'on fera sur Opoul, vous avez déjà entendu parler de la plateforme vitrée qu'on veut créer. D'ici quelques années, au rythme des budgets de la ville de Mazamet, et avec les contraintes qu'on a aujourd'hui sur le gaz et l'électricité, ça ralentit beaucoup des projets qu'on avait dans le programme. Il faudra probablement être plus patient que ce qu'on aurait imaginé. Cette plateforme vitrée, l'accès sera payant. Donc là, ce sera en revanche une source de revenus pour la ville dans les années qui viennent. Du contrôle, ça c'est Jordan sur la rue Édouard Barbet. Alors la rue Édouard Barbet, je ne suis pas certain qu'on ait suffisamment de dégagement pour faire du contrôle routier. Je pense qu'on peut en faire un petit peu plus haut au niveau du cours René Reille et du boulevard Soult. Voilà. On en a fait et encore une fois on en fait régulièrement avec les policiers municipaux sur les secteurs où on peut contrôler et en particulier le soir. Des questions aussi sur le retour de la gendarmerie dans le bassin mazamétain. Non, puisque Mazamet et Oussillon sont en zone de police. Donc c'est ou police ou gendarmerie. Aujourd'hui, le commissariat a été renforcé avec des effectifs supplémentaires depuis un peu plus d'1 an. Il y a un projet de rénovation de l'hôtel de police qui est une très bonne chose, qui devrait intervenir prochainement et qui sera une très belle rénovation. Probablement les plus importants travaux faits sur le commissariat depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc voilà, la police est plutôt renforcée sur le pays mazamétain. Question sur les panneaux solaires sur les infrastructures municipales, la réponse est oui. Il y a un projet de parc photovoltaïque sur l'ancienne décharge, donc à la Manne, qui est prévu. Et puis, il y a aussi des projets qui sont de plus longue haleine, mais il y a un gros projet pour mettre du photovoltaïque sur le toit des ateliers municipaux situés rue des Cordes. Il y a une vaste toiture et donc on serait probablement sur un projet qui nous permettrait d'être en autoconsommation à terme une fois que ces panneaux auraient été posés. Fafoun souhaite que ce soit les entreprises mazamétaines qui travaillent sur l'ancien EDF. En général, quand il y a des gros chantiers sur Mazamet, c'est toujours quasi systématiquement des entreprises mazamétaines qui travaillent et qui sont retenues. Alors il peut y avoir parfois des gros appels d'offres où il n'y a pas d'entreprise vraiment du coin qui candidate parce que c'est une spécialité qu'on n'a pas. Mais c'est souvent des entreprises qui sont du Tarn, qui viennent pas de très très loin. Donc je pense que ça sera cette résidence senior à l'ancienne EDF sera un très beau projet et que les entreprises mazamétaines y seront présentes. J'ai des questions aussi sur les anciens locaux de Centracor, sur l'avenue du Maréchal Juin. Il y a pas mal de porteurs de projets qui s'intéressent à ces locaux. Alors ils sont très vastes, hein, donc c'est une très grande superficie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui y sont passés. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui soit vraiment décidé à être dessus, mais ça pourrait peut-être changer dans les mois qui viennent et on pourrait peut-être retrouver un porteur de projet sur ce secteur qui est extrêmement vaste. Les
les anciens dépôts de carburant en route du Fun, toujours personne pour s'installer. Alors ça, c'est sur la commune de Bout-du-Pont, donc j'ai pas d'infos précises en tout cas pour l'instant sur ce secteur. Et puis Francine pose la question de mettre du photovoltaïque sur le parking de la passerelle. Alors pourquoi pas, ça peut être une très bonne idée qui permettrait effectivement d'abord d'ombrager les voitures et puis d'avoir de l'énergie renouvelable. On en a déjà sur ce secteur avec une centrale hydroélectrique qu'on a mis d'ailleurs, qu'on a remis en service maintenant que les débits d'eau sont suffisants il y a une semaine, donc mardi dernier. Donc pourquoi pas. C'est une bonne des ombrières photovoltaïques à la parking de l'arrêt, c'est une très bonne idée, très bonne suggestion que je retiens. Pour l'été, s'il y a assez d'eau, pourquoi pas créer une traversée du Torrent en canoë jusqu'à La Bruyère. Alors, de mémoire, l'office de tourisme y travaille, l'office de tourisme de Castres-Mazamet y travaille. Alors, je crois qu'il y avait quand même quelques contraintes techniques, mais je pense que l'office de tourisme était en train de travailler sur cette possibilité, c'est un très beau parcours. Voilà, il faut voir un peu après la partie faisabilité, la logistique, etc. Faut pouvoir repartir, remonter, etc. Donc il y a tout un tas de. Puis il y a la location du matériel, enfin, il y a un tas de choses à regarder, mais je pense que ça avait été vu par l'Office de tourisme intercommunal. Voilà, est-ce que j'ai encore d'autres questions? J'espère ne pas en oublier parce qu'on essaie de rafraîchir au fur et à mesure avec Solène que je remercie pour la réalisation technique, mais ça prend parfois un petit peu de temps pour rafraîchir et puis il y a tellement de questions que parfois on n'a pas tout qui arrive à s'afficher sur notre petit écran. La route entre Mazamet et La Bruyère, bon, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Écoutez, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour, qu'on n'oublie personne. S'il y a encore des questions, allez-y, hein. On a le temps, on a encore quelques minutes. Je vais faire encore un petit rafraîchissement. La fête du Melsa, souci que ça soit en saison froide, à décaler vers l'été. Moi, je trouve que justement, finalement, l'an dernier, alors on était un peu inquiet, j'étais un peu inquiet parce qu'on avait du très beau temps pour la première édition et on avait un temps un peu moins bon. Bon, on est fin mars, hein, donc c'est un moment où la météo est toujours un peu instable. Moi, je trouve qu'au contraire, le fait d'avoir un pôle dans la halle, c'était particulièrement sympa et convivial. Voilà, donc la date est maintenant qu'elle est calée, c'est une manifestation qui a bien pris. Le Melsa commence à être un produit qui est bien identifié. On va essayer d'obtenir un label terroir maintenant, j'espère, assez rapidement. Et donc, on a déjà programmé la date qui sera alors, ce dernier le week-end de 24 mars, c'est ça? Dimanche 24 mars. Voilà. Mais moi, je trouve que le côté halle est quand même très convivial et très agréable. Christophe nous demande s'il y a des projets d'aménagement pour le parking des casernes et le parking du 8 mai. Oui, pas tout de suite. Alors, j'ai déjà dit en début de Facebook Live qu'il y avait aujourd'hui des contraintes budgétaires très fortes qui vont nous obliger à rééchelonner tout ce qu'on avait prévu. Donc Gambetta, ça sera plutôt fin d'année que début d'année 2024. Ce qui devait se faire aussi après les aménagements autour de l'Apollo, la plateforme Vitra au Pool, il faudra probablement le reporter de peut-être 1 ou 2 ou 3 années. Et donc on a un projet aussi effectivement de reprendre, d'améliorer l'esthétique des casernes et du 8 mai. Je voudrais qu'on puisse arborer beaucoup ce secteur qui manque clairement d'arbres, hein. On doit pouvoir garder à peu près autant de places de stationnement, mais on doit pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus arboré dans ce secteur des casernes et du 8 mai. Maintenant, je ne pense pas que ça puisse se faire avant la fin de ce mandat, au vu des contraintes budgétaires qu'on a aujourd'hui qui sont extrêmement fortes. Et puis j'ai Evelyne qui nous suggère des bus entre Mazamet et Béziers.
Béziers, oui, ça fait partie des choses qui peuvent être réclamées. Je préfère, alors à ma connaissance, il y a une ligne qui existe, Mazamet-Saint-Pons-Béziers. Donc celle-là, elle existe. Euh, voilà, pour moi, il y a bien une ligne qui fait Mazamet-Saint-Pons-Béziers. Mais peut-être que la desserte n'est pas satisfaisante. Donc Evelyne, si vous avez plus d'infos et que vous pouvez m'indiquer en quoi cette ligne n'a pas une bonne desserte, je veux bien le faire remonter à la région. Mais je pense que la priorité, ce serait que Mazamet, enfin quand je dis Mazamet, c'est le pays mazamétain et la vallée du Torré, et des bus région à 2 euros direct. Mazamet, Toulouse, avec 3-4 dessertes par jour. Il me semble que ce serait un service très important pour la population. J'ai une question aussi sur le nettoyage de l'Arnette. Alors, c'est des choses qui se font une partie mairie, une partie syndicat de rivière. Donc, le syndicat de rivière a fait pas mal de déplacements sur site. Donc, il y a des choses qui sont programmées pour pouvoir supprimer les éventuels embâcles qui pourraient être gênants. On a tendance à surestimer les embâcles et beaucoup d'arbres plient sous le poids de l'eau quand il y a beaucoup d'eau. Et ne constitue pas forcément un problème en soi. Voilà. Un arbre vivant dans le lit de la rivière n'est pas forcément un problème en cas de forte crue. C'est plutôt les bois morts qui peuvent être des problèmes. Mais le syndicat de rivière y est dessus. Les bus de ville vont-ils rester gratuits? Oui. L'agglomération de Castres-Mazamet a été une des premières en France à mettre en place la gratuité des transports en commun, et ça va continuer comme ça. Voilà, il y aura aussi peut-être à terme encore des améliorations de desserte à imaginer sur le Libellus, mais qui est déjà, il me semble, un bon service qui fonctionne sur notre ville, qui n'avait pas et qui pendant très longtemps n'a pas eu de service de transport en commun pendant des décennies. Euh, voilà. Serait-il possible, Tecla nous demande si on peut insonoriser là afin d'avoir une meilleure acoustique. Oui, alors ça a été étudié, ça nécessitera quand même un investissement relativement important. On a déjà travaillé un petit peu depuis l'ouverture de la halle sur l'acoustique. D'abord avec une sono qui a été mieux positionnée, qui permet quand même aujourd'hui de pouvoir écouter un discours correctement. Des panneaux anti-bruit, anti-réflexion qui avaient été mis. Bon, après, voilà, ça reste une halle avec une charpente métallique, avec un très haut plafond. Donc évidemment, on n'aura jamais l'acoustique du Palais des Congrès qui a été fait pour ça. Mais il est possible, on a une étude dans les tiroirs, de vraiment soigner l'acoustique de la halle, mais je crois qu'il y en avait déjà à l'époque pour 150 ou 200 000 euros. Donc peut-être ça se fera un jour, pas une priorité. Moi je trouve que la halle est un endroit qui est vraiment très convivial. C'est un endroit qui a été que tout le monde s'est approprié sur Mazamet, qui accueille des superbes festivités, des soirées magnifiques, un marché d'hiver qui marche très bien, un marché au gras, des apéros qui sont animés par les associations. Enfin, je trouve que c'est vraiment un lieu de super convivial, qui a vraiment trouvé sa place dans Mazamet. Moi, j'en suis très heureux. Voilà. L'acoustique, eh ben, peut-être on l'améliorera un jour, mais voilà, ça coûte un peu d'argent, donc c'est peut-être pas la priorité absolue. Enzo nous parle de refaire des rues sur Mazamet. On en a refait quand même pas mal cette année, hein. On a refait la rue Méjanel, on a refait la rue Louise Marillac, on a fait la rue du Champ de la Ville. Il y aura un petit bout à terminer quand le CIVAT aura fini les travaux sur le Champ de la Ville. On a fait la rue de la Vitarelle également. Donc on a quand même fait des travaux, des chantiers qui sont importants. On essaiera là aussi, au gré de nos capacités budgétaires, de continuer à refaire des chaussées pour les améliorer. Je sais que le travail à faire est considérable, mais il faut savoir qu'on n'est pas du tout aidé quand on fait des chaussées, on n'a pas de subvention, donc ça coûte très très cher, hein. Voilà, le mètre linéaire de voirie, ça coûte extrêmement cher. Un escalier pour rejoindre la zone de la Chevalière. Les élèves des lycées prennent des risques pour descendre la butte, sinon ils se tapent
Le tour pas top, oui, on a proposé, puisqu'on est sur une zone commerciale qui est privée, que la mairie ne prenne pas seule en charge cet escalier. On a proposé aux différents commerces qui sont sur la zone de la Molière de participer financièrement et aux promoteurs de ce lotissement commercial. Pour l'instant, ils ne veulent pas, donc pour l'instant, on ne fait pas l'escalier parce que j'estime que ce n'est pas à la ville de Mazamet de payer entièrement un escalier qui dessert une zone de commerce privée. Voilà. Donc on a demandé aux commerçants de la zone de participer. Pour l'instant, ils ne le souhaitent pas. Et tant qu'ils ne le souhaiteront pas, on ne pourra pas faire l'escalier. Il faudra qu'ils participent. Parce que ce n'est pas aux contribuables mazamétains de payer cet escalier vers un lotissement commercial privé. Voilà, tout simplement. Des nouveaux commerces sur Mazamet, oui, dans le centre-ville. Il y a pas mal de choses qui sont en préparation, notamment pour vos papilles, puisque les fêtes approchent. Donc, il y a des pâtisseries qui vont pas tarder à ouvrir. Il y en a une dans la Grande Rue, je crois que c'est imminent. Si c'est pas fait, c'est une histoire de jour. Il y en a une deuxième, je peux pas trop vous dire où, mais qui y travaille. Et puis il y a une troisième aussi qui devrait ouvrir en début d'année, janvier-février. Là aussi sur le centre-ville. Donc il y a des pâtisseries qui sont en gestation. Il y a un salon de thé, je crois aussi, qui est en préparation. La crêperie chez Marius qui va être reprise. Tiens, voilà, c'est l'occasion d'en parler, puisqu'on a attribué, donc il y a quelques jours, suite à un appel d'offres, c'est un local municipal, il faut le rappeler, ce local. Donc, bon, je crois que je vais vendre la mèche. Allez, ce sont les gérants du CEP Secret qui ont un deuxième projet et qui ont été retenus pour exploiter le local où il y avait chez Marius jusqu'à présent. Voilà, j'espère que j'ai pas trahi un secret. Après, c'est eux qui communiqueront sur ce qu'ils y feront, mais ce sera quelque chose, je crois, de très bien d'un point de vue restauration. Il y a pas mal de projets. Alors, j'en ai encore d'autres en tête, mais j'ai plus les secteurs d'activité précis, mais il y a pas mal de choses qui sont en cours. Vous les verrez notamment sur le prochain magazine municipal, et ça va continuer. Donc, il y a toujours cette dynamique qui est plutôt forte et qu'on essaie évidemment toujours d'accompagner, de soutenir avec les différentes aides municipales qui sont là aussi très importantes à Mazamet, et on est une ville qui se bouge vraiment pour son commerce. Voilà, Ludivine nous dit quel dommage de devoir fermer Sajou et Presnet. Oui, c'est toujours triste de voir des commerces fermés. C'est aussi malheureusement la loi du commerce. Il y a des commerces qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. C'est toujours triste. Voilà, ça fait partie malheureusement de la vie du commerce. J'allais dire, ce qu'il faut toujours souligner, c'est que ces personnes ont tenté. Il faut les en remercier, et il faut les en féliciter parce que quand on crée une affaire dans le privé, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est la dure loi de l'entreprise, mais il faut toujours être reconnaissant vis-à-vis des gens qui ont pris le risque d'ouvrir un commerce, d'ouvrir une affaire. Voilà. Et on leur souhaite de rebondir. Voilà. Et puis on espère aussi que ces cellules commerciales seront reprises, mais on voit quand même que ça tourne et qu'il y a quand même du roulement et qu'on retrouve des nouveaux commerces. Et je rappelle encore une fois que depuis 2014, on a un solde de commerce extrêmement positif sur Mazamet. On est à plus 70. En gros, on a 140 ouvertures pour 70 fermetures. Donc on a un solde qui est très largement positif. Pour un commerce qui ferme à Mazamet, il y a à peu près 2 commerces qui ouvrent. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc on a une dynamique qui est enclenchée et qui ne se dément pas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce soir. J'espère qu'on n'a pas oublié de questions. Ça me permet de vous rappeler que s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Vous avez un contact sur le site de la ville de Mazamet. Vous pouvez me poser directement des questions. On y répond. S'il y a des demandes, des questions d'entretien, on y répond du moment où ça m'est adressé. Moi, je transmets au service, donc il ne faut pas hésiter. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous appelez en mairie. On trouve un rendez-vous dans les quelques jours qui suivent. C'est très facile, hein. Je reçois toutes les semaines, plusieurs jours par semaine, donc il n'y a pas de difficulté. Et puis, je vous rappelle qu'on peut aussi se voir, se retrouver à l'occasion d'un prochain Facebook Live, mais aussi dans les différentes réunions de quartier qui vont reprendre. Là, on les a arrêtées pour le mois de décembre, mais elles reprennent évidemment à partir du mois de janvier. Et puis surtout qu'on aura l'occasion, j'espère, de se croiser pour les fêtes de fin d'année. Il y a un très beau programme qui a été concocté par les services de la ville de Mazamet, en collaboration
collaboration avec les commerçants de Mazamet. Donc venez chez les commerçants de la ville, il y a tout, il y a plein de choses. Là aussi, ça ne se sait pas. Je disais en début de Facebook Live qu'on ne savait pas assez qu'il y avait un cinéma avec 4 salles à l'Apollo à Mazamet, avec toutes les sorties nationales et à des prix très raisonnables. Mais on a aussi tout ce qu'il faut au niveau commerce. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui mettent jamais les pieds en centre-ville. Venez, vous verrez ce qu'ont les commerçants. Il y a des super articles, il y a des prix qui sont super intéressants. Et il y a une vraie dynamique sur ce centre-ville qui mérite d'être vu, et sur l'ensemble des commerçants et des secteurs de Mazamet, que ce soit aussi les Bosses ou par exemple la Richard. Donc il y aura un très beau marché de Noël qui ouvre le mercredi 13 décembre prochain à partir de 17h. Il y aura une nouveauté qui est une parade de Noël le samedi 16, ce sera à 17h30, donc une grande parade de Noël dans la ville, dans le centre-ville. Il y aura un feu d'artifice le 23, et puis il y a des soirées animées, les chalets avec les chalets gourmands autour de la halle, les soirées donc festives. Alors ça c'est plutôt le 23 je crois, qui est une grande. Il y a 21, 22, 23 je crois, un truc comme ça. Ouais, vous aurez le programme dans le magazine municipal qui va être distribué, j'ai plus tout en tête. Il y aura des grosses fiestas qui se préparent avant les fêtes. Bref, il y aura de très belles fêtes à Mazamet. Vous allez voir, ça va être un très très bon moment. Et puis on se donne rendez-vous aussi déjà pour les vœux au Palais des Congrès. Vous êtes tous invités à venir aux vœux de la municipalité. Donc ça, ce sera le mardi 9 janvier à partir de 18h30, c'est ça, au Palais des Congrès. Donc là, j'essaie de faire un petit discours pas trop long pour vous exposer tout ce qui va se passer sur l'année 2024. On fait une petite rétrospective aussi de ce qui s'est passé sur l'année écoulée. Et puis après, il y a un cocktail dînatoire qui est offert à l'ensemble de la population. Donc vous venez, il y a de super bons produits préparés par tous nos artisans, traiteurs, charcutiers, boulangers. Il y a de quoi se régaler, bien boire et bien manger. Et c'est un super moment de convivialité. Et puis on se verra aussi avec les aînés pour le traditionnel goûter des aînés. Donc ça, c'est le mardi qui est la semaine suivante. Donc ce sera le mardi 16, voilà, à partir de 14h au Palais des Congrès pour les seniors de la ville, avec le grand spectacle, toujours magnifique, et puis toujours un super bon goûter qui vous est concocté au Palais des Congrès. Voilà, donc il y a plein de belles occasions pour se voir et pour échanger, et je peux que vous inviter à y venir très 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 nombreux. Voilà. Je pense qu'on va en terminer pour ce soir. Merci encore à Solène pour la réalisation technique de cette soirée. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, un joyeux Noël par avance et de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt, et surtout, vive Mazamet. Merci à vous, à bientôt.